J'ai entendu toute ma vie cette phrase de qu'est-ce qu'on va faire de lui, des professeurs, mais aussi de ma mère. Carrément. Donc, te construire et grandir dans les yeux déçus de tes parents, dans les yeux ensuite inquiets, parce que il y a d'abord, mon gamin c'est le dernier, il comprend rien, et puis au fur et à mesure de l'âge, c'est qu'est-ce que je vais en faire, qu'est-ce qui va devenir de sa vie. Pour moi, le cinéma, c'est quelque chose qui est tellement fantasmé que c'est presque impalpable. Ça n'existe pas. À tel point que la première fois que j'ai tourné un film avec mes animaux et que je disais à mes potes, ben là, je travaille dans le cinéma, ils m'avaient dit, dans lequel cinéma ? Non, le cinéma, le milieu du cinéma. Ils pensaient que je travaillais à l'entrée du pâté de Melun, au ticket ou au popcorn. Il n'y a jamais un moment où je me suis dit « J'espère un jour faire des photos avec des gens dans la rue ». C'est pas ce qui me faisait kiffer. Ce qui me faisait kiffer, c'était de réussir enfin à faire quelque chose de ma vie, de réussir à accomplir quelque chose qui, en plus, attirera des regards sur celui que j'étais, qu'on regardait que en disant « C'est lui qui est le dernier de la classe ». Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Soyez les bienvenus. Comment un garçon issu d'un milieu très modeste, multidis, sans diplôme, a-t-il réussi à s'imposer comme l'un des acteurs-réalisateurs les plus reconnus, bankable, on dit, de sa génération en France ? Dresseur de chiens à ses débuts, il explose avec la comédie Les Kairas, avant d'enchaîner avec des succès comme Taxi 5 et la série Validé, qui a révolutionné la représentation du rap à l'écran. Réalisateur, acteur, scénariste, Franck est un vrai touche-à-tout. Il est avec nous aujourd'hui pour nous dévoiler les coulisses de son parcours. Bonjour Franck Gastambide. Bonjour Alexandre, merci pour cette introduction. Comment tu vas ? Plutôt bien, je suis ravi d'être là. C'est toujours une expérience étonnante parce que je sais que là on part pour un voyage dans lequel on va se dire plein de choses que je n'aurais sans doute jamais dit dans aucune autre promo. Et c'est ce format que tu as créé qui permet ça. Toi qui fais énormément de choses, tu fais souvent des pauses, tu prends le temps justement de dire « Waouh, où j'en suis, où je vais demain ?» ou est-ce que tu es continuellement dans un projet ? Je sais qu'aujourd'hui tu as un projet d'écriture, tu vas faire une promotion prochainement et tu es dans l'editing d'une autre série. En fait, tu as juste en ce moment 3 grands projets. Et on ne parle pas des petits projets, hein, c'est 3 grands projets. Ça c'est ta vie ? Tu prends des pauses ? La pause me culpabilise. Elle est essentielle pourtant, hein, mais la pause me culpabilise. J'ai tellement rêvé de la vie que j'ai aujourd'hui. J'ai tellement attendu mon tour longtemps. J'ai tellement une vie que je n'aurais jamais osé rêver que l'inactivité m'angoisse et la pause me culpabilise. En fait, elle te culpabilise parce que t'as peur qu'on t'oublie, t'as peur que si t'es pas tout le temps devant, les gens vont se dire mais Franck, qui ? Est-ce que t'as peur de ça ? Ouais, j'ai longtemps eu ça. J'essaye de me guérir de ça. J'essaye de me dire, tu sais, pendant longtemps, on te disait dans les interviews, on te dit, est-ce que tu as peur que ça s'arrête ? Ouais. Et j'ai longtemps eu peur de ça. Et puis j'ai fini par arriver à une conclusion dans laquelle je suis beaucoup plus apaisé et qui est surtout beaucoup plus juste quand on connaît mon histoire. Je me dis aujourd'hui, mais même si ça s'arrête, moi j'ai déjà gagné là. De là où je viens, rien ne me destinait à ce que je vis aujourd'hui, à ce que j'ai déjà gagné, à ce que j'ai réussi à accomplir. Donc, eh bien, si ça s'arrête demain, c'était quand même déjà super. Et je peux t'assurer que tu vis beaucoup mieux comme ça. À quel moment t'as fait ce switch quand t'as eu suffisamment dans le compte en banque en disant juste ça y est, ça c'est protégé, plus jamais je vivrai. Ouais, il y a un truc qui est lié à l'argent, ça c'est sûr, parce que quand on a manqué et que d'un coup tu te rends compte que cet argent te permet une partie d'angoisse en moins et puis surtout de faire du bien autour de toi. Ça change beaucoup de choses dans ta vie. Mais au-delà de l'argent, il y a le fait d'avoir accompli des choses. Quand j'ai fait Les Kairas, mon premier film, j'ai pris ça comme une espèce de chance qui probablement se reproduirait pas. Je me disais, j'aurais fait un film dans ma vie, c'est incroyable pour le mec de Melun qui dressait des chiens, quoi, tu vois. Et j'en suis à maintenant plusieurs films et plusieurs séries, et j'ai une chance énorme, c'est que chacun de mes projets a fait plus de succès que le précédent, ce qui est quand même un truc incroyable, et je suis tellement
Je suis tellement content de ça. Tu en parles justement du gamin de Melun qui devient dresseur de chien. Pour ceux qui ne connaissent pas cette partie de Franck Gastambide, il faut bien remettre en fait la situation et l'expliquer. Tu grandis à Melun, t'as tes parents dans un milieu modeste, si ce n'est très modeste, ta maman est femme de ménage, ton papa travaille dans l'assurance, mais rapidement, il n'est plus dans le foyer. Donc tu te retrouves déjà dans un foyer qui est, si ce n'est dysfonctionnel, en tout cas, qui est dans une position compliquée. Et là, addition à ça, ce qui est le cas comme d'un certain nombre de personnes, tu te retrouves être non diagnostiqué, mais tu te retrouves en grande difficulté scolaire parce que tu cumules les 10, puisque tu es dyslexique, on entend beaucoup parler, les gens connaissent peut-être moins la dyspraxie et la dyscalculie, et toi en plus je crois que tu es dysorthographie. Donc je pense que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres 10 qui puissent exister, et donc c'est vrai qu'on se retrouve dans une période, c'est mieux fait aujourd'hui, c'est pas encore parfait, mais en tout cas aujourd'hui on diagnostique les élèves, les enfants qui sont 10, sans les montrer du doigt en leur disant qu'est-ce qu'ils sont bêtes, puisque on sait très bien que ça prend plus de temps à lire, à apprendre, à comprendre, à calculer. Donc on leur donne souvent des temps plus importants pour le faire. Toi, à ce moment-là, on t'affiche. Et là, donc voilà, c'est l'accompli. C'est l'humiliation au quotidien. Oui, parce que ce qui change tout, et heureusement les choses ont évolué, c'est que à mon époque, on ne sait pas ce que c'est. Et donc, tu finis par te dire que tu es tout simplement un imbécile. C'est ce que les gens disent de toi. Oui, et alors aujourd'hui, on va pouvoir revenir dessus, les choses avancent, évoluent, on se rend compte très vite et très tôt qu'il y a un de ces handicaps, un de ces 10, et c'est là où ça change tout. C'est là où ça change tout parce que, dans mon cas à moi, à partir du moment où on ne savait pas ce que j'avais, eh bien, tu n'as pas d'autre choix que penser que tu vaux moins que les autres. Et le terme est léger. En vérité, tu as vraiment l'impression que tu es un imbécile. Parce que le système scolaire et la scolarité et les résultats scolaires sont la seule chose dans lesquelles tu peux exister quand tu es un gamin. Ce qu'on te demande, c'est t'es classé combien à l'école ? Et t'as quelle note ? Et ta moyenne générale, c'est ça ? Et c'est combien ? Et est-ce que tu as eu ton brevet des collèges ? Et bon, quand tu n'as rien de tout ça, et que cette question est systématiquement une humiliation quand on te dit t'es classé quelle place à l'école ? Et toi, t'es dernier. Toute ma vie, j'ai été dernier. J'ai jamais été avant-dernier une seule fois. Donc, tu grandis dans, d'abord, ce manque d'estime de toi, et puis, devant ce constat d'être une déception pour ta famille, pour tes parents. Et là, en plus, particulièrement tes parents, là, on parle de ta maman, parce que c'est vrai qu'il y a une relation, de toute façon, particulière avec tous les garçons, toutes les filles aussi, mais tous les garçons avec leur maman. Donc, cet amour, ce regard d'amour n'existe quasiment pas. En tout cas, il est rapidement abîmé par le fait que il est considéré que tu es le dernier, enfin tu es le dernier de la classe, donc considéré que tu n'es pas suffisamment intelligent. Et donc se retrouve, ou même tes parents, ce que tu me disais, c'est que ils arrêtent même de venir aux réunions parents-professeurs. C'est que tu te retrouves... Oui, la réunion parents-prof est une humiliation pour eux. C'est les parents du dernier. C'est les parents du dernier de la classe. J'ai entendu toute ma vie cette phrase de « qu'est-ce qu'on va faire de lui ?» des professeurs, mais aussi de ma mère. Ah, donc, te construire et grandir dans les yeux déçus de tes parents, dans les yeux ensuite inquiets, parce que il y a d'abord, mon gamin c'est le dernier, mon gamin il comprend rien, mon gamin il lit pas bien, mon gamin il fait des fautes tout le temps, et puis au fur et à mesure de l'âge, c'est qu'est-ce que je vais en faire, qu'est-ce qui va devenir de sa vie, tu vois ? Ici, on a eu d'autres personnes qui ont eu des parcours comme toi assez incroyables et qui ont été diagnostiquées malheureusement trop tard, 10. On parle de Stéphane de Groot, que tu connais, qui est exceptionnel. Alexia Laroche-Joubert, que tu connais aussi, grande productrice. Mais c'est Isabelle Nanty, qui est là aussi, qui a eu ça. Mika. Et toutes ces personnes-là, en effet, comme toi, ont eu à devoir regarder le tribunal populaire, qui était en gros déjà les professeurs et les élèves. Pour entrer un peu dans ce moment-là, est-ce que tu as eu des professeurs qui, pendant toutes ces années-là, t'ont tendu la main? Est-ce qu'il y a des professeurs qui ont vu en toi ce que tu étais? Parce que souvent, il y a le côté book smart, ce qu'on dit souvent aux États-Unis, c'est-à-dire bon dans les études, et puis tu as celui qui est bon dans la rue, le street smart. Toi, tu as toujours été très bon, justement, tu as essayé de compenser certainement. Est-ce que tu as des professeurs comme ça qui ont vu quelque chose en toi, qui ont eu cette lumière et qui t'ont aidé pendant ces années-là? Oui, c'est pour ça que
je suis pas du tout revanchard avec l'école, le système scolaire, ni même envers ma propre mère qui elle aussi ne croyait plus en moi, et de toute façon moi-même je ne croyais pas en moi, donc je pouvais pas lui en vouloir. Probablement que ça faisait appel aussi à ses propres déceptions, de elle ne pas avoir pu faire d'études et qui rêvait d'avoir un gamin qui en ferait. Et puis là, non seulement il en fait pas, mais surtout il comprend rien, il est dernier. Donc ouais, j'ai l'impression que en tout cas, d'abord, ça crée forcément des conséquences, hein, parce que à force de décevoir ta maman et de la sentir déçue, il y a un moment où t'abandonnes toi aussi, où tu te dis bon, de toute façon, j'arriverai jamais à la rendre fière, donc Perdu pour perdu. à quoi bon? Et c'est à ce moment-là où tu commences à être en danger socialement, très en danger. Mais là, tu parles de cette petite délinquance où tu t'as plus grand monde Écoute, à rendre fier, c'est ça que tu dis? Ouais, mais pour rentrer dans quelque chose de plus fort et plus concret sur le sujet dont j'ai eu le temps et la possibilité de réfléchir, le problème, et je vais parler là au nom d'autres personnes qui ont mon handicap, parce que évidemment, depuis que j'ai pris la parole sur ce sujet, j'ai reçu des milliers de messages. À chaque prise de parole, et sur des énormes médias comme 7 à 8 sur TF1, ce genre de choses, où derrière, tu reçois des milliers de messages, et où je me suis dit, j'ai bien fait d'aller en parler, alors qu'en vérité, quand tu vas faire ta promo d'un film d'action Netflix, tu pourrais essayer de faire le mec qui est invincible. Et tu montres cette vulnérabilité. Ouais, et elle n'était pas calculée, cette prise de parole, et heureusement que je l'ai fait, parce que je me suis dit que moi, à mon époque, quand j'étais dernier de la classe et que je me sentais dans l'esprit de quelqu'un qui parfois était même plus malin que tous ses camarades de classe, mais malgré tout, j'avais aucun moyen de le prouver puisque j'étais dernier de la classe, et que ton classement et tes notes et ton bulletin scolaire est le seul moyen de prouver si t'es, entre guillemets, intelligent, ce qui est évidemment une erreur, mais en tout cas, c'était le cas dans le regard de ces professeurs, du système scolaire et aussi de ma famille. Donc, ce qui est important, c'est que il faut comprendre que les résultats scolaires, puis l'accessibilité à un diplôme, et donc à un bon métier, ou l'incapacité de ce diplôme qui te permettra d'avoir un bon métier, n'est qu'une petite partie des conséquences de ce qu'on les dise. Là, ce dont je veux te parler, c'est quelque chose que j'ai vraiment identifié assez récemment, en fait. Les conséquences de la dyslexie, de la dyspraxie, de tous les handicaps invisibles, ne s'arrêtent pas à la fin de la scolarité, parce qu'ils font des dégâts. Et ces dégâts, tu te les traînes longtemps. Au moment où je te parle, je les traîne encore, ces dégâts. Le processus, c'est: je suis incapable d'avoir un bon diplôme, j'ai été nul à l'école toute ma vie, on m'a répété que j'étais nul, j'ai constaté par moi-même que j'étais nul, je commence à avoir des gros problèmes de confiance en moi. Alors soit je suis en train de me construire avec cette confiance en moi, alors là, je l'éteins carrément, soit j'en avais un peu puis je la perds. Alors tu grandis avec ce manque de confiance en toi. Là où ça devient dangereux, c'est que ce manque de confiance en toi se transforme en une dévalorisation. Tu te dévalorises toi-même. Et à ce moment-là, t'es en danger dans notre société. Parce que tu vas accepter qu'on te traite mal dans une société, dans un groupe d'amis. Tu vas tomber amoureux de la mauvaise personne, dont tu vas accepter qu'elle te parle mal et qu'elle soit méchante avec toi, parce que on t'a répété toute ta vie qu'est-ce qu'on va faire de toi. Et là, tu trouves quelqu'un qui veut de toi. Alors tu vas tout accepter de cette personne, même les choses que tu ne devrais pas accepter. C'est pour ça que je te dis que les conséquences de ces handicaps invisibles, ils ne s'arrêtent pas à la fin de la scolarité. Ils continuent dans ta vie, ils continuent dans ta vie sociale, dans ta vie professionnelle et dans ta vie sentimentale. Parce que dans ta vie sentimentale, tu vas aussi probablement rencontrer un homme ou une femme, selon qui tu es, qui aussi a des symptômes, qui peut-être elle a souffert d'autres problèmes avec son père, son rapport aux hommes, son rapport aux femmes, peu importe, qui font que elle va aussi projeter sur toi ces choses-là. Mais quand toi t'es un mec qui, même si extérieurement t'as l'air un peu solide, mais que tu es confronté à, en permanence, la construction que tu t'es faite de toi, c'est-à-dire un mec qui est quand même un peu nul, un mec qui sait pas écrire une lettre sans faire de faute, un mec qui a des problèmes avec les chiffres, un mec qui a des problèmes avec l'électronique, ce qui est mon cas en l'occurrence, tu vois. Eh ben, t'as grandi avec tout ça. Tu te soignes pas comme ça de tout ça. Et puis, tu vas chercher à te guérir sur des choses, tu vas chercher à compenser. Alors tu vas aller vers une fille et c'est pas la bonne. Parce que peut-être qu'elle est très jolie, puis toi, t'as besoin de dire à ta mère qui te disait « Bah, qu'est-ce qu'elle te trouve, toi qui es nul à l'école ?» Oui, mais elle est jolie, hein. Elle est jolie, mais elle a d'autres problèmes. Et elle va te faire l'enfer. J'étais très heureux quand, il y a quelques mois de ça,
J'ai vu que tu as reçu un insigne important. Ouais. Tu as dû être hyper fier. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé cette... Écoute, je suis prévenu par un ami qui m'envoie un texto pour me dire « Félicitations. » Félicitations pourquoi ? Mais tu viens d'être nommé chevalier des arts et des lettres par Madame la ministre de la Culture. Écoute, j'ai appelé ma mère immédiatement. Premier appel, c'est ta maman ? Ouais. Pourtant, tu dis, c'est marrant, tu dis que tu as arrêté d'espérer qu'elle te regarde. Mais en fait, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ouais. C'est pas vrai. Non. Elle t'a dit quoi, là ? Tu te le dis pour... Ouais, pour espérer qu'elle... tu te le dis parce que c'est trop dur, sinon, tu vois, et tu te dis, c'est pas grave, je continue, tu vois. Mais enfin, c'est quand même mieux si elle regarde, hein. Ouais, grave. Et donc là, elle t'a dit quoi, au moment ? Écoute, j'ai le souvenir d'un moment de surprise. Je lui partageais moi-même ma surprise. Mais si tu veux, le parcours est tellement fou, en fait, de se dire que je reçois donc, à mon âge, le premier diplôme de ma vie. Et le premier diplôme de ma vie, c'est Chevalier des Arts et des Lettres. Ça assure. Hein. Et ce qui est touchant pour moi, c'est que, oui, le niveau de mes handicaps m'a empêché d'avoir le moindre diplôme. C'est-à-dire qu'à part mon permis de conduire, j'ai rien, moi. Et se dire que j'ai celui-ci et qu'on me l'a donné parce que, malgré tout, on aime ou on n'aime pas ce que je fais. Toujours est-il que ça marche et que ça plaît à des gens. Mon premier réflexe quand on me prévient, c'est que je vais sur Google pour vérifier exactement à qui on donne à qui ça a été cette donné, récompense, ouais. Et quelle est la définition de chevalier des arts et des lettres, etc. Bon, là où j'ai réussi à l'accepter, c'est que c'est une distinction qui met en avant aussi le travail de quelqu'un, d'un Français, d'un artiste, et qui fait quelque chose qui a rayonné. Et encore une fois, tu aimes pas ce que je fais, c'est un débat qui... C'est ce que je préfère, la fraise ou le chocolat. Il n'y a même pas de débat sur t'aimes ou t'aimes pas. Mais oui, la réalité, c'est que j'ai dû me dire, bon Franck, accepte que ce que tu fais, ça plaît à des gens, accepte que ce que tu fais, ça marche, et que ça marche suffisamment pour qu'on te récompense, quoi. On va faire une pause amicale. Les pauses amicales, tu le sais, dans pause, je suis allé voir des gens qui t'aiment beaucoup. Et je leur ai dit, si vous aviez une question à poser à Franck, quelle serait cette pause ? Et on va commencer la première pause par un acteur, metteur en scène que j'aime beaucoup. On en parlait juste avant, qui a aussi quelques petits 10 qui ont handicapé sa première partie de sa vie. On va l'écouter. Mon cher Franck, est-ce que tu penses que les difficultés que tu as rencontrées sur ton parcours, au final, ont été des atouts ? Tu sais, un peu comme des clés que tu aurais fabriquées afin d'ouvrir des portes que peut-être tu n'aurais jamais eu envie d'ouvrir. Un peu à l'image de ces enfants qui se voient interdits, empêchés de faire ceci ou cela, et qui vont alors déployer des trésors d'imagination et beaucoup d'énergie pour y parvenir malgré tout. Stéphane de Groot. Stéphane de Groot, mon frère de handicap. Ton frère de handicap, j'adore. J'aime beaucoup. Quelle belle question. Exactement ce que tu as dit ici. Oui, et puis, exactement. Il a totalement raison. C'est ce qu'il faut qu'on se dise. C'est une réalité. Ça nous oblige à prendre d'autres chemins. Et parfois, ils vont être beaucoup plus beaux que si on avait juste eu de bons résultats à l'école. Mon exemple est le bon. J'étais celui qui était le moins bien parti à l'école, et probablement que de mes petits camarades de l'école de Melun, je suis un de ceux qui s'en est le mieux sorti, entre guillemets. Et ça, c'est ce que dit Stéphane, c'est-à-dire que on a été obligé de chausser d'autres crampons et de prendre d'autres chemins. Et il s'avère que ça nous a rendus meilleurs. Ça nous a obligés à prendre d'autres risques. Moi, mes handicaps provoquent un manque affectif, une espèce de sentiment de rejet, une dévalorisation qui fait que je me rapproche des animaux. Parce que eux ne me jugent pas. Parce que eux s'en foutent de mon classement à l'école et de la note que j'ai eue en sciences nat. Et je me rends très vite compte que, en fait, on peut communiquer avec ces animaux. Là, c'est quel âge ? Quand tu dis, c'est quoi ? C'est là, J'ai 13 ans. 13 ans. J'ai 13 ans. J'ai 13 ans, je m'en rappelle vraiment bien, puisque c'est le moment où on doit faire son premier stage au collège d'orientation professionnelle, qui est quand même un moment de ta vie où tu es complètement perdu. On te dit, il faut que tu choisisses ce que tu veux faire à l'école, alors que toi, la seule chose qui t'intéresse, c'est de jouer au foot avec les copains à la récré.
les seuls êtres avec qui je me sens particulièrement à l'aise, c'est ceux qui ne me jugent pas, et donc ce sont les animaux. Donc 13 ans, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe à 13 ans ? Comment tu t'en souviens ? Je m'en souviens très bien. Et donc c'est que tu rencontres une rencontre spéciale ? Un chien, un Rottweiler. À l'époque, cette race existait très peu en France. Un beau bébé, hein. Ouais, et il ressemblait à une espèce d'ourson, il avait une grosse tête. C'était le chien de la police municipale qui était dans une cage, et en rentrant de l'école, je passais devant. Et il m'aboyait pas dessus. Et donc, je me suis arrêté, le voir, et puis tous les soirs. Et puis, c'est devenu mon pote de derrière la cage, jusqu'à ce que je me fasse pote avec son maître, parce que je voulais le rencontrer hors de la cage. Et puis très vite, j'ai dit, je voudrais faire mon stage du collège avec ce monsieur qui a son chien. Pas trop pour le monsieur et le policier, en vérité, beaucoup plus pour le chien. Et puis très vite... Ton premier stage, c'était à la police municipale ? Ouais. J'adore. Ouais. Pour le chien. Pour être avec le chien. Et puis très vite, je me dis, mais ces chiens... Il s'appelait comment, le chien ? Il s'appelait Bilbo. Ça fait très longtemps que j'ai pas dit ce nom, mais tu vois, il est sorti d'un coup. Bilbo. Ouais. Ça paraît con, mais ça change tout, ça. Et d'un coup, ça me plaît, d'un coup, je comprends, et puis d'un coup, je veux apprendre à communiquer avec lui, et pour communiquer avec lui, il faut faire de l'éducation. Et d'un coup, je comprends que le dressage d'animaux, c'est pas une contrainte, mais un moyen de communiquer avec eux. Mais comment tu comprends ça à 13 ans ou 14 ans ? Internet n'est pas aussi développé qu'aujourd'hui. Comment tu fais pour savoir parler d'éducation avec des chiens ? Tu allais voir un dresseur, tu le fais par toi-même La suite de tout ça, tu l'as dit, ça change tout quand on se parle d'une époque où il n'y a pas Internet. Bah oui. C'est que tu regardes sur le bottin. Le bottin, tu sais que le bottin. Les pages jaunes, c'est ça ? Les pages jaunes. Et puis tu cherches élevage de Rottweiler. T'as 13 ans, tu fais ça ? Oui, et je dis à maman, je voudrais aller là. Ok, je vais appeler. Vous voudriez bien prendre mon fils en stage ? Avec un téléphone filaire. Hein, un téléphone filaire. Et waouh, pas de portable, ça existait ça. Et là, tu es pris dans un élevage de Rottweiler où je suis le gamin le plus heureux du monde parce que je suis avec ces chiens qu'on dirait des petits ours et ils me fascinent. Mon métier, c'est concrètement de nettoyer les cages, hein, tu vois, à ce moment-là. Ouais. Et puis, je dois y faire un stage de 2 semaines et j'y passe 3 ans. Parce que je veux comprendre tout, et puis je veux apprendre à les élever, à les dresser, et puis surtout, en fait, c'est là où on en revient à notre problématique du dyslexique qui manque de confiance en lui, etc. C'est que d'un coup, il y a quelque chose dans lequel je suis bon. Parce que là, c'est du feeling, c'est du ressenti, c'est de l'instinct. C'est comment je vais rentrer en communication avec cet animal. Là, il n'y a pas besoin de connaître cette table de multiplication par cœur, et je deviens meilleur que les autres. Et je deviens, entre guillemets, c'est très prétentieux, tellement compétent qu'on finit par me demander de faire du cinéma avec ces chiens. Attends, là tu vas beaucoup trop loin. Tu vas trop vite là. Non mais ça va très vite. Moi, ce qui m'intéresse, évidemment, on va te retrouver sur Rivière Pourpre, mais ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est quand tu vas voir ce bottin, c'est que tu rentres là-bas, ça c'est passionnant. Parce que là aussi, c'est un chemin de traverse que tu prends. Moi, ce qui me passionne dans les rencontres que j'ai sur Pause, c'est des rencontres comme avec toi, où je dis, mais comment tu te retrouves là ? Et tu te retrouves pas là juste parce que quelqu'un t'appelle pour, à ce moment-là, ce film Les Rivières Pourpres. C'est que tu te retrouves avec ce chien d'une cage quand tu quittes ton collège. Et c'est ça qui est incroyable. C'est qu'à un moment ou à un autre, ces chemins de traverse, ils sont assez uniques. C'est ça y en a. Et donc là, si on continue, là, t'es toujours pas très bon à l'école ou très mauvais à l'école. On t'oriente vers du CAP. C'est ça qui se passe ? Comment tu fais à ce moment-là ? Oui, un BEP ou un CAP, je ne sais même plus. De toute façon, je ne l'ai pas eu. Oui, tu nous as dit que tu n'as pas de diplôme. Donc t'as vraiment quitté l'éducation nationale sans aucun diplôme. Ouais. Ok. Et donc, avec ce que ça implique, hein, c'est-à-dire pas d'accessibilité à des bons métiers. Ouais, exactement. Donc, je me passionne pour les animaux, je le sais maintenant. On adore tous les chiens, mais cet amour que je développe, il est lié à un manque affectif. Je vais vers des animaux qui ne me jugent pas. Mais là où ça change tout, c'est que d'un coup, je deviens compétent dans quelque chose. Tu excelles quelque part. Moi, à qui on ne fait que répéter qu'est-ce qu'on va faire de lui. Donc comment tu fais là ? Tu crées ta petite organisation. Là, déjà, donc tu vas travailler en tant qu'agent de sécurité. Donc on te retrouve aussi parce qu'il faut quand même payer la nourriture. Tu habites toujours chez maman à ce moment-là. Et donc là, comment tu fais ? Donc t'as ton chien à toi, t'as un chien, parce que ça coûte aussi cher, des chiens à nourrir, à s'occuper, le vétérinaire. Donc
C'est lequel ton premier chien? Écoute, je fais d'abord, je me passionne pendant, donc de 13 ans jusqu'à 18, je ne fais que m'occuper des chiens des autres, de dresser les chiens des autres, et surtout, je me retrouve à avoir des dizaines de personnes qui viennent dresser leurs chiens chez moi, quoi. Donc, dans la forêt derrière chez moi, les week-ends, il y avait une espèce de tribu de 10-15 mètres avec leurs chiens, et j'éduquais les chiens de tout le monde, et je me faisais mes petits sous comme ça. Et j'existais. J'étais en train de faire quelque chose, et les gens me disaient « Merci Franck, c'est super, il écoute mieux maintenant ». Mais tu sais, quand t'as jamais rien réussi, c'était déjà énorme. J'étais quelqu'un, j'étais le mec qui dresse les chiens. Alors qu'avant, j'étais juste le mec qui était nul à l'école. Donc, ça me fait kiffer. J'existe. Et maintenant, oui, il faut travailler. Et quand tu n'as aucun diplôme, aucune formation, eh bien, tu fais des métiers qui nécessitent, en tout cas à l'époque, qui nécessitaient aucun diplôme, aucune formation. Donc, je me retrouve à faire les pires jobs de ma vie. Donc, je suis maître chien, vigile, quoi, la nuit. Là, j'ai 18 ans, 19 ans. Pour mes 18 ans, on m'offre mon premier chien, mon premier Rottweiler. Qui te l'offre? Mes parents. Tes parents? Ouais. Tu n'es mes parents. Ton papa aussi? Ma maman. Il s'appelle comment? Lord. Lord. Ouais. Ouais, bah, tu sais, ça peut paraître ridicule quand tu parles d'un animal et tu te dis, ouais, je lui dois beaucoup. Mais je lui dois beaucoup. Parce que Lord, c'est ma porte d'entrée au cinéma. Ça paraît fou. Mais je crois que je dois être le seul mec qui a commencé dans le cinéma en étant dresseur d'animaux pour les films, tu vois. Donc, ouais, j'ai ce chien qui est très intelligent, où ça devient mon gars, vraiment, mon meilleur pote. Tu vois, ça, je te jure que ça semble être des phrases toutes faites quand on se dit il lui manquait que la parole, mais c'était vraiment le cas. Et on se retrouve à faire des choses ensemble, à faire des films, quoi. Alors comment je te retrouve sur ce film Cassel, Kassovitch, Reno, Les Rivières Pourpres, pour ceux qui s'en souviennent, il y a quelques années de ça. Comment je te retrouve là? T'es peut-être un très bon dresseur de chiens. Je te rappelle que t'es à Melun. Là, on parle d'une autre société lointaine. Et puis, il y a des gens qui t'ont peut-être... et c'est ça aussi que je veux mettre en avant. Quelle est la personne qui t'a connecté? Comment t'as trouvé? Raconte-nous. Non, mais t'as raison de dire ça parce que... on peut avoir tendance... Enfin, moi, j'ai un peu la sensation de m'être fait un peu tout seul, mais enfin, il a quand même fallu parfois qu'on te mette sur le chemin en disant c'est par là. Tu vois, après, il faut que tu le fasses toi, le chemin. Tu serres tes baskets et tu montes avec ton sac à dos. Mais n'empêche qu'on t'a montré un peu le chemin. Tu sais, c'est l'histoire de la voiture rouge. Tu connais ça? Non, raconte-moi. Non, tu connais pas ça? Je connais pas la voiture rouge. J'étais sûr que tu connaissais ça. Ouais, en fait, ça parle des opportunités de la vie. Ouais. Tu sais, c'est que si je te demande combien en venant ici tu as croisé de voitures rouges, tu es incapable de me le dire. Ouais. Si je te dis demain, je te donnerai 100 € pour chaque voiture rouge que tu auras vue, là, tu vas faire attention à ces voitures rouges. Okay. Moi, je me rends compte que il y a des tas d'opportunités qui passaient et que j'ai saisies, que je ne laissais pas passer, tu vois. C'est cette théorie-là pour moi. Ouais. C'est-à-dire que tu saisis les choses, quoi. Et en fait, écoute, c'est une longue histoire. Je ne sais pas si elle est très intéressante pour les gens, mais je me rends compte que dans ma banlieue, il y a un monsieur qui dresse des animaux pour le cinéma. Et ça me fascine parce que pour moi, le cinéma, c'est quelque chose qui est tellement fantasmé que c'est presque impalpable. Ça n'existe pas. C'est un monde où les gens viennent qu'en hélicoptère et où tout est fermé. Il y a l'armée, tu peux pas y aller. C'est ça dans ma tête, le cinéma, tu vois. C'est pas pour toi, en tout cas. Non, c'est pas pour moi. Et à tel point que je t'avais raconté cette anecdote, mais la première fois que j'ai tourné un film avec mes animaux et que je disais à mes potes, ben là, je travaille dans le cinéma, ils m'avaient dit, dans lequel cinéma? Non, le cinéma, le milieu du cinéma. Ils pensaient que je travaillais à l'entrée du pâté de Melun, au ticket ou au popcorn. C'est-à-dire que je viens d'un monde où c'était impossible. Travailler dans le cinéma, ça veut dire travailler dans la salle de cinéma, pas dans le milieu du cinéma. Les gens autour de moi travaillent à la poste, travaillent au supermarché, ont des vies simples comme maman, comme j'avais moi, à être vigile dans des trucs pourris, à être vigile la nuit dans des gares, à devoir me bagarrer avec des gens. C'était ça ma vie. Et là, d'un coup, je travaille dans le cinéma, tu vois. Donc ça paraissait déjà fou et totalement inaccessible. Sauf que je sais que je suis un bon dresseur. Je sais que je sais communiquer avec les animaux et je sais leur demander de faire des choses.
Et je me rends compte que pas loin de chez moi, il y a quelqu'un qui fait ça. Et je fais tout pour rencontrer ce monsieur, et je fais tout pour qu'il m'aime. Et je lui dis, mais moi, si tu m'emmènes, j'irai promener les chiens entre les prises, je leur donnerai à manger, à boire, je fais tout ce que tu veux. Et ce monsieur me dit, ok, je mets ça dans un coin de ma tête. Mais je continue à être sur le coup et à m'intéresser. Et puis je vois qu'il va y avoir un film qui s'appelle Les Rivières pourpres, dans lequel je savais qu'il s'agissait de chiens, où le personnage principal a peur des chiens. Et c'est ce monsieur qui a été pris en dresseur, et je l'appelle. Je dis, j'ai des chiens qui peuvent convenir vraiment. Ok, alors passe dimanche me montrer tes chiens. Et là, j'arrive avec mes chiens à qui j'avais appris presque à lire, à compter. Et je montre ce que je sais faire, et il me dit, ok, alors on les prend. Et je me retrouve, quelques semaines après, à partir dans son gros 4x4, avec mes chiens dans le coffre, et on part tourner ce film, donc de Kassovitz, à Chamonix. Et je me rappellerai toute ma vie parce qu'on est logé dans un Novotel. J'avais jamais dormi dans un Novotel de ma vie. Et mon angoisse, c'était de me dire, si demain j'y arrive pas à faire ce qu'ils veulent faire avec les animaux, est-ce que je vais devoir rembourser la chambre? Mon angoisse, c'était ça. J'en étais à ce niveau-là, moi, tu vois. Et sauf que à ce moment-là, je ne connaissais pas les techniques de découpage du cinéma. C'est-à-dire que je savais pas qu'en fait, on allait faire des plans serrés, et puis on allait tricher, etc. La scène est extrêmement compliquée. C'est un petit aveugle qui était vraiment aveugle, de 8 ans ou 9 ans, et le chien qui était face à Jean Reno, et Jean Reno a peur du chien, donc le chien doit lui montrer les dents, grogner, etc. Sur le papier, c'est pas si simple. Ça veut dire un enfant qui avec un chien qui grogne, etc. Moi, j'avais dressé mon chien avec tous les gamins du quartier. C'est-à-dire que il n'y a aucun risque, on pouvait faire la prise 300 fois, je ne connaissais pas les techniques dont on se rapproche, donc c'était comme si c'était un énorme plan séquence, cette séquence, et donc le chien était parfaitement apte à faire ça. Et je me rappelle, j'ai 20 ans là, j'ai 20 ans, première fois de ma vie que je mets les pieds sur un plateau de cinéma, pas des moindres, Kassovitz qui a fait La Haine avant, qui est un de mes premiers chocs, Jean Reno, Cassel, bon, je suis terrorisé. Je me rappelle avoir monté les marches de ce décor, qu'on voit dans le film d'ailleurs, avec les jambes qui tremblaient et mon chien qui ne faisait que halter parce que je lui transmettais mon stress, le pauvre. Il devait se dire, mais où est-ce que papa il m'emmène? Pourquoi il est inquiet comme ça? Et puis je suis dans un coin avec mon chien et Kassovitz vient et il adore les chiens, donc ça se passe très bien tout de suite. Et il me dit, bon, j'imagine qu'on peut pas faire grogner le chien à côté du gamin, c'est ça? Je vais devoir faire un plan serré. Je dis, bah si, il peut faire... Regarde, il fait tout de suite, et je lui montre, les chiens, ils montent les dents comme ça, pour jouer, en plus, que j'avais dénaturé complètement cet exercice. Ouais. Et Kassovitz trouve le truc tellement bien qu'on le fait, et on le refait, et c'est tellement bien que c'est dans la bande-annonce, d'ailleurs. Et là, la voiture rouge. Petite perche qu'on me tend. Kassovitz qui me dit, bah viens, on va promener les chiens. Il avait un boxer à l'époque, et on part promener les chiens tous les deux. Et il me dit, c'est super ce que tu fais, je vais te présenter à des potes à moi, ils font des courts-métrages, ils font des clips de rap, tu vas bien t'entendre avec eux. Et il me présente à Kim Chapiron et Romain Gavras, qui ont un collectif qui s'appelle Courtrajmé, qui font effectivement des petits courts-métrages, des clips de rap. Et moi, pour la première fois, je pars de ma banlieue de Melun avec mon 4x4 qui sent le chien, et je monte à Paris, voir des mecs qu'on m'a présentés, qui sont des mecs de Paris, et encore la voiture rouge, je saisis des opportunités. Alors, super histoire et merci de préciser cette voiture rouge. Je pense qu'en effet, t'as la chance et t'as les chanceux. Et je pense que il faut saisir cette chance. Je pense que tu peux en effet être bien né, mais il y a plein de gens qui peuvent être bien nés, mais qui vont pas saisir ce moment-là. Et puis il y a des gens qui ont peut-être moins de chance au départ, mais qui, chaque fois quelque chose qui passe, c'est exactement ce que tu dis avec cette voiture rouge, tu te retrouves avec, à ce moment-là, aller promener vos chiens avec Kassovitz. Maintenant, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est ces rencontres. C'est pour ça que je te remercie d'en parler. Je vois 2 rencontres importantes. Ce dresseur de chat, tu te souviens comment il s'appelle? Frédéric Chauvineau, qui nous a quittés. Ok, donc là, encore une fois, je pense que cette personne-là, elle t'ouvre pas la porte. Elle te choisit pas avec le chien. Pas aujourd'hui, même chose. Donc ça, c'est aussi ces gens-là, et je le dis pour toute personne, on a ces rencontres-là, des gens qui, à un moment ou à un autre, ont vu quelque chose en toi. Alors, le travail que tu as pu effectuer avant, mais c'est essentiel. Et à nous-mêmes aussi, d'ouvrir la porte à ces gens-là, de tendre la main quand on a réussi. Parce que, encore une fois, il y a toujours la volonté de partager. Et puis, tu as Kassovitz, en effet, qui te fait aller sur Paris, quoi. Sans se rendre compte. Oui, c'est-à-dire que même quand j'en reparle avec Mathieu, quand je le croise, il a un vague souvenir de ça. Mais c'est pour ça que c'est important quand tu dis, il faut maintenant qu'on fasse des passes. Alors, j'essaye de le faire quand je fais valider, où tous les héros sont des inconnus, pour qui c'était le premier casting de leur vie, et qui pour certains maintenant ont des carrières, des agents, et j'essaye de faire le SAV en leur présentant des agents, etc. Mais effectivement, parfois,
C'est une petite passe. Mais cette passe, elle est essentielle. Exactement. En tout cas, elle est essentielle, dépendant de ce que tu en fais. Et donc là aussi, c'est très important. Sans travail, ça va être compliqué d'en faire quelque chose. Ouais. Tu veux rester dans ce monde-là, je te retrouve à ce moment-là chez MTV. Alors, MTV de l'époque, c'est pas l'MTV d'aujourd'hui, parce que je suis même pas sûr que ça existe encore. Mais MTV à l'époque, c'est grand. Et puis c'est une marque qui faisait un peu rêver, c'est l'Amérique. Ouais. C'est l'Amérique. C'est l'Amérique, exactement. Bah, c'est la chaîne sur laquelle on regardait l'équipe de rap qui m'ont fait rêver. Et donc là, tu te retrouves. Et là, je te retrouve, et faire quoi? Cadreur. J'ai l'impression qu'il n'y a pas loin quelqu'un qu'on aime beaucoup l'un et l'autre, qui est Mouloud Achour. C'est ça, raconte-nous un peu comment tu... Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais toi, parce que là, t'es plus avec ton chien, là. Ils sont pas loin encore. Ils sont pas loin. Écoute, quand on se parle de Mathieu Kassovitz qui me fait une passe sans trop s'en rendre compte, ben, il y a sur mon chemin Mouloud Achour qui, j'en suis sûr, ne se rend pas compte non plus qu'il me fait une passe qui va devenir ce que c'est devenu. Au sein de Courtrajmé, j'ai ma petite caméra, j'ai envie de faire des choses. Je suis vigile la nuit dans des entrepôts ou dans des gares avec mes chiens. Et la journée, je vais chez MTV, j'essaye de faire des petits sketchs, j'essaye de suivre Mouloud à la caméra. Mouloud me permet mes premiers cachets officiels, fiches de paye de cadreur. J'ai ma petite caméra, Mouloud a des idées, viens on va là, viens on va dans Paris, viens on fait ça, et je le filme et on fait des trucs. C'est le moment où je me dis, mais en fait, là, je suis payé pour travailler à la télé. C'est un autre truc complètement fou, quoi. Ce qui est fou dans ces parcours, et c'est pour ça que maintenant j'essaye de faire attention à ça sur les passes que moi je peux faire. Et parfois, il n'y a pas besoin de les appuyer beaucoup, les passes. Quand on parle de Mathieu Kassovitz qui me présente aux gens de Courtrajmé, Mouloud qui me dit « Viens avec moi filmer mes conneries dans Paris », c'est pas une passe énorme. Non. Mais s'il n'y a pas ces passes-là, il n'y a pas la suite. Donc ouais, je tourne des petites vidéos avec Mouloud. Je touche donc un tout petit peu ce milieu-là. Et puis Mouloud part sur Canal et moi je suis sur MTV avec ma petite caméra et je me dis bon bah ça s'arrête là l'histoire, c'était déjà cool mais ça s'arrête là. Et je rencontre mes deux potes, JB et Mehdi, en qui je vois des vraies compétences de comique et de comédien, que je ne me suis jamais reconnu moi d'ailleurs. J'ai commencé à faire l'acteur totalement par hasard et complètement contre ma volonté. Mais je vois Mehdi et JB et on traîne dans les couloirs d'MTV, Mouloud est parti sur Canal. Ok, qu'est-ce qu'on fait ? Et d'un coup, je me dis, bah, essayons de tourner des choses. On est là. Il y a un producteur de l'époque chez MTV, François Xavier, qui nous dit, ok les gars, bah, si vous voulez, prenez le petit studio, prenez les caméras, faites des choses si vous voulez, on sait jamais. Et je tourne plusieurs sketchs, plusieurs petits programmes. Mehdi et JB viennent sans trop savoir ce que ça va devenir, mais de toute façon, ils galèrent autant que moi, donc ils me suivent. Et puis, dans la multitude de choses qu'on tourne, on tourne ce sketch qui s'appelle Kaira Shopping, dans lequel je dois me mettre en acteur, moi qui n'ai aucune volonté d'être acteur, je rêvais de faire de la mise en scène, parce que personne veut jouer dans mes sketchs, en fait. À part mes deux potes qui le font presque un peu par charité, personne ne veut jouer dans les sketchs. Avant de rentrer sur Kaira Shopping, qui va amener justement le succès de Kaira, pourquoi tu me dis que tu veux pas du tout jouer et faire de la mise en scène ? T'as 23, 24, 25 ans, c'est le moment justement où ce qui fait rêver, c'est la comédie, c'est d'être devant, c'est de prendre la lumière. Pas toi ? Non, ben Alexandre, il faut... De nouveau, parce que il faut tu penses avoir que t'es pas capable ? une sacrée confiance en soi pour se dire, je vais aller devant une caméra, puis je vais vous faire rire. Et puis je vais avoir l'audace de vous dire, quand je vais me mettre devant la caméra, je suis tellement super que vous allez avoir envie de me regarder. Mais j'étais loin de penser ça de moi. Très loin de penser ça de moi. J'étais déjà très content de me dire, je peux prendre une caméra dans un studio de télé, et puis j'ai la chance de pouvoir filmer mes potes, donc je vais me prendre la tête, je vais réfléchir à des choses, je vais écrire, je vais préparer, je vais essayer de servir le mieux possible mes deux potes de vannes et de répliques pour que ça soit cool, je vais essayer de trouver un concept cool, et déjà ça serait énorme, mais moi me mettre là, mais pour qui je me prends de me mettre devant une caméra ? En quoi je peux estimer que les gens vont avoir envie de me regarder moi ? Jamais j'ai pensé comme ça. J'ai dû me mettre devant la caméra parce que personne ne voulait jouer dans mes sketchs. C'est comme ça que ça a démarré. Et puis la suite de l'histoire, c'est que ces sketchs fonctionnent tellement bien que chez MTV, on nous dit « Allez les montrer à Canal+. » Bah, allez montrer, mais je sais même pas où c'est Canal+, moi. C'est cette phrase en l'air qu'on te dit « Tu devrais aller voir Canal+. » Comme quand t'as un mec qui te dit « Tu devrais faire du cinéma. » Mais enfin, c'est pas où, tu vois.
Donc on nous aide, et puis on atterrit dans le bureau d'Ariel Saraco, qui à l'époque était à la direction des programmes de Canal+, et qui regarde ces sketchs et qui nous dit « Bon, c'est très drôle, mais enfin, on peut pas mettre ça à la télé. » Donc on va vous mettre sur Internet, et vous allez devenir la première web-série de l'histoire de Canal+. Aujourd'hui, une web-série, on sait que ça peut faire le tour du monde. À l'époque, la web-série, c'est vraiment le truc qu'on te met, c'est la voie de garage pour nous. Et en vérité, c'est devenu le plus grand espace de liberté qu'on pouvait espérer, qui est le cas maintenant. Mais à l'époque, nous, on rêvait d'être Omar et Fred, on rêvait du cinéma de Jamel, c'était ça qui nous faisait rêver. Là, on nous dit non, t'iras sur le site Internet. Et puis ça marche. Quelle année, là ? On est en 2008, 2007, 2008, quelque chose comme ça. Et on me dit, écoute, c'est très drôle, est-ce que tu peux en faire 40 ? Et je leur dis, bah oui, mais maintenant il faut trouver un comédien pour jouer mon rôle. Ah mais non, ça marche comme ça, vous trois là. Mais non, mais moi je suis pas acteur, je veux réaliser. Ah oui, mais non, ça marche, vous trois, ne commence pas à changer, on t'a dit que ça marche. Et alors là, tu la fermes, ok, très bien. J'appelle les mecs et je leur dis, ils veulent qu'on en fasse 40. Ok, super, bah t'as 40 idées, bah je sais pas, je vais essayer. Et donc j'écris 40 sketchs. C'est toi qui écris ? Ouais. Et alors c'est vraiment de l'arrache, hein, j'ai un petit caméscope qu'on me prête, qui est posé sur pied. On tourne un plan séquence de 2 minutes 30 à chaque fois. La raison pour laquelle c'est un plan séquence où les gens disaient c'est super, en un plan, ils font ça. Mais c'est parce que je savais pas faire de montage. C'est pour ça que c'était un plan. C'est pas parce que c'était une idée géniale, c'est parce que je savais pas faire autrement. Donc, on tourne ces petits sketchs. Alors, je te passe les détails il y a des journées où on arrivait à en tourner 3-4, puis il y a des journées où on en faisait qu'une parce que à chaque fois, il fallait recommencer puisque c'était qu'un plan séquence. Si on se marre à la fin, il faut tout recommencer. Bon, bref. Mais c'est une période où on est tous les trois loin de se douter que ça va devenir ça. Moi, j'arrive de Melun, parce que j'habite encore à Melun à ce moment-là, avec mon pit dans la voiture, un sac de fringues, des sandwichs, et on se met en bas de la tour de Mehdi, et le caméscope posé sur pied, j'appuie sur rec et on tourne devant, quoi, tu vois. Et puis ça devient une petite web-série qui fonctionne au point qu'on me dise tu devrais en faire un film. Et donc là, rencontre essentielle dans ta vie d'artiste, de vie de comédien, c'est les frères Altmeyer. Essentiel, effectivement, dans ma carrière, puis dans ma vie. C'est-à-dire que je ne fais pas grand-chose dans ma vie sans les concerter, plus particulièrement Nicolas Altmeyer, j'aime à les appeler mes papas du cinéma, mais c'est pas vraiment que dans le cinéma. Puisque j'ai pas de papa, il y a des tas de choses aussi où je les concerte. Parce que tu dis Nicolas. Oui, mais j'adore Eric, mais c'est des affinités, quoi, tu vois. Ouais. Et donc juste, on parle de Nicolas et Eric Altmeyer, qui sont donc des producteurs, qui ont produit beaucoup de succès. Et c'est pas, encore une fois, aujourd'hui, on les voit, mais ça a été aussi compliqué. C'est des vrais entrepreneurs, ils ont créé, ils ont construit, ils ont pris des risques, en particulier avec toi, parce qu'il y a quand même... Tu peux faire une web-série et c'est pas la même chose que d'en faire un succès à plus d'un million. Et surtout, ce que j'adore chez Nicolas et Eric, pour les connaître un petit peu, c'est qu'ils ont confiance et que cette confiance, elle dure. Un ami à moi que tu connais et que tu aimes beaucoup, qui est Grand Corps Malade, est un autre personnage exceptionnel et qui est très proche de Nicolas et d'Eric, et qui, depuis le premier film, là aussi, il fallait faire confiance à Grand Corps Malade, et qui, depuis, a suivi tous les succès. Exactement. Donc ça, c'est beau quand même. Des gens qui te suivent. Donc ça, Nicolas en particulier. Ouais, c'est... Première fois que tu t'en souviens, première fois que tu le vois ? Très bien. On en reparle souvent, d'ailleurs. Une petite brasserie en bas de chez Mandarin, donc la société de production qui a changé depuis, mais qui était rue de la Folie-Méricourt. Et j'essaye de faire bonne figure. Je suis très impressionné par ces messieurs qui ont déjà un palmarès dans le cinéma incroyable, qui sont des producteurs très en place, très respectés dans le milieu du cinéma. Et ma problématique, c'est comment ces gens vont me prendre au sérieux. Comment je pars à un rendez-vous qui peut être game changer pour moi, en sachant que je serai incapable d'écrire un scénario qui n'aura pas 3 fautes par phrase. Mon bagage de complexe face à des gens qui sont brillants, très bien installés, qui n'ont pas du tout besoin de moi, et que je dois séduire, et à qui je dois dire, je vous jure, croyez en moi. Ben écoute, j'ai fait de mon mieux ce jour-là. T'es bon vendeur, toi ? J'espère l'être devenu. Ouais. Mais je le suis devenu avec mes succès. Au moment où je rencontre Nicolas et Eric Altmeyer, t'as rien. Dans cette brasserie, j'ai fait mes petits sketchs sur Internet.
c'est eux qui ont été visionnaires. C'est eux qui se sont dit, bon, ce petit mec, peut-être qu'il en a sous le pied, alors que j'étais même pas convaincu moi-même que j'en serais capable. Et comment ça se passe à ce moment-là? Ils te proposent quelque chose, donc là, c'était d'adapter Kaira Shopping au cinéma. C'était ça la proposition. Ouais, c'était ça. Alors évidemment, c'était un peu plus... Il fallait être un peu plus malin, quoi. L'idée n'était pas de faire une succession de sketchs, mais plutôt de se servir de ces personnages et d'en faire un film, de raconter des choses aussi à travers ce film, ce qui a été le cas. Et c'est là où ils sont brillants, c'est là où ce sont des producteurs qui, au moment où on développe les Kaira, ils sont en train de faire La Conquête, le film sur Sarkozy. Voilà, sont des gens brillants qui vont très vite mettre le doigt sur là où je suis bon, là où je suis moins bon, et qui vont m'accompagner sur ce scénario avec un film où à chaque étape, je me pose la question de savoir si j'en suis capable. C'est ça qui est assez effrayant, quoi, tu vois. Et je me rappelle très bien de c'est normal, là. Ouais. C'est parce que là, c'est quand même... Là, on est dans une machinerie, c'est autre chose. Et puis surtout, c'est inespéré. Ouais. Finalement, il se passe 10 ans. Entre le moment où je mets mes pieds sur un plateau de cinéma, Les Rivières Pourpres de Kassovitz avec mes chiens, et au moment où je mets les pieds sur mon premier plateau de cinéma à moi, les Kaira. Il se passe 10 ans. Donc... C'est long pour toi? C'était long? Je crois qu'il faut qu'on accepte que j'avais pris du retard, moi. J'étais pas sur le même chemin. Tu sais, par exemple, quand je rencontre Kim Chapiron et Romain Gavras, ils me filent une cassette VHS avec leur court-métrage dessus, et je regarde ça et je me dis, waouh, en fait, je comprends même pas comment ils font, tu vois. Je comprends même pas l'objectif qu'il y a sur leur caméra. Je comprends après que c'est des fisheye qu'ils ont adaptés sur des caméscopes. Mais moi, quand je vais chez Boulanger regarder les caméscopes, ça fait pas la même image qu'eux. Et puis, je comprends qu'en fait, ils ont accès au premier banc numérique chez eux, qui font de l'étalonnage, je comprends que je suis trop loin. Je comprends que c'est foutu, en fait. À ce moment-là, c'est ce que je me dis. Mais oui, parce que, et ça n'enlève rien à leur talent, mais Romain Gavras, il a compris des choses plus vite que moi, qui est le fils d'une femme de ménage. Et donc, j'ai 10 ans de retard. Et ces mecs, ils sont sur l'autoroute depuis qu'ils sont nés. Encore une fois, et ça n'enlève rien à leur talent. Il y a des tas de gens qui sont sur l'autoroute depuis qu'ils sont nés, qui font rien. Mais n'empêche que... C'est plus simple, ça peut être plus simple. Et c'est surtout essentiel pour une chose sur laquelle je pense que il faut qu'on fasse attention avec les plus jeunes et la manière dont on leur parle, c'est que ça change des choses sur tes possibilités. Moi, il n'y a pas un seul moment où, quand je suis gamin, je me dis le cinéma, c'est possible pour moi. Romain, il s'est jamais posé la question d'autre chose que je ferais du cinéma, tu vois. Donc c'est là où ça change des choses. Et forcément, les années que je passe à me dire, mais en fait, peut-être que je pourrais, en fait, peut-être que je serais capable, on sait jamais, il se passe 10 ans. Tu vois, de me décomplexer, de me dire non, moi je suis juste le mec qui dresse les chiens sur le tournage. Même si, quand je dresse les chiens sur le tournage, après je vais remettre le chien dans la voiture, et puis je reste toute la journée sur le plateau à regarder comment ils font. Et j'apprends, et je finis par me dire, putain, mais je crois que je comprends comment ça se passe, peut-être que je pourrais, mais non, tu peux pas, toi, t'es un mec de Melun, t'as ta voiture qui sent le labrador, et t'es un dresseur de chiens, tu vois, et... Souvent, t'as entendu ça souvent, après ? Écoute, quand t'as commencé, on t'a souvent... Je peux pas dire qu'on m'ait écrasé. Pas écrasé, mais t'as entendu, t'as les gens... Mon surnom, c'était Franck Deschiens, tu vois, avec mes potes de Courtrajmé. Et c'est pas grave, j'étais Franck Deschiens, tu vois. Mais n'empêche que Franck Deschiens, qui devient un mec qui fait son premier film, qui fait plus d'entrées que tous leurs films réunis, d'un coup, ça provoque une espèce de trouble. Et t'invites quand même après, ou pas ? Ouais. T'as hésité ? Non, il n'y a pas d'aminosité, tu vois. Ouais. Mais n'empêche que... Sauf qu'il y a un sujet, de dire juste... il te regarde un peu d'eau. Je parle pas de Courtrajmé, mais je dis en gros, globalement, tu te retrouves à avoir des succès que quasiment aucun autre, bien né ou pas bien né d'ailleurs, n'a pu avoir. Mmh. Et ouais, avec pas de cours Florent, de cours Simon, pas d'apprentissage dans le dur, quoi. Oui, mais à ça, on peut aussi te dire, oui, quand tu vois ce qu'il fait, Gaston Bide, je comprends qu'il n'a pas fait d'école. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux toujours te défendre comme tu veux de ça. Hein. Oui, mais après, c'est un sujet. Est-ce que les gens regardent ou pas ? Enfin, déjà, c'est comme les gens qui disent, est-ce qu'on préfère regarder Arte ou TF1 ? Moi, je veux bien poser cette question-là. Hein. Elle est peut-être utile d'être posée. À la fin, c'est
À quoi sert le cinéma ? À quoi sert ? Il y a des moments où il faut apprendre, et puis il y a des moments où il faut se divertir. Moi, j'adore cette discussion. Toi, tu penses que quand les gens t'envoient ça en disant juste, bon, c'est facile, ou c'est même pas facile, ils disent pas ça, ils disent juste, quels sont ces films ? Tu leur réponds quoi ? C'est bien le principe du cinéma, c'est que les gens oublient leurs problèmes pendant 2 heures, non ? Moi, je suis maintenant à l'aise avec ça, parce que cette discussion, elle n'existe qu'avec 500 personnes à Paris, en vrai. Tu vois, c'est une discussion de microcosme, de ouais, bah, lui, c'est populaire, non, mais Taxi, c'est nul. Ça fait longtemps que je suis en paix avec ça, parce que c'est mes choix. Ouais. Je suis pas en train de faire Taxi parce que j'ai pas réussi dans les films d'auteur, ou que j'ai pas réussi à avoir une palme. J'ai rien fait pour avoir une palme, j'ai rien fait pour faire un film d'auteur. J'ai tout fait pour faire Taxi. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai pas de questions à me poser sur ça, tu vois. Je fais exactement ce que j'ai choisi de faire. Et du coup, il faut accepter que tu ne fais pas le reste. Et encore, moi j'ai toujours eu l'impression d'être vachement bien traité dans ce milieu. C'est-à-dire, je suis invité au César, je vais remettre des Césars. Tu vois, il n'y a pas un moment où on me dit non, mais lui c'est nul ce qu'il fait. J'ai jamais ressenti ça avec personne. Mais tu vois, après Les Caïras est un film, encore une fois, on n'aime pas, qui est un film qui est présenté par Thierry Frémaux à Cannes, qui est une espèce de surprise. J'ai un souvenir, y compris avec mes chers producteurs, à Cannes, où il y a toute la Croisette qui vient voir ce film, qui est une espèce d'ovni. Il y a Jean Dujardin qui vient d'avoir l'Oscar, qui est dans la salle. Il y a tout Cannes qui est venu voir ce film, et il y a Thierry Frémaux qui vient présenter le film en disant « Écoutez, j'ai pas pu le prendre en sélection officielle parce que je me serais fait tomber dessus, mais ce film méritait d'être à Cannes. » Et donc il y a Thierry Frémaux qui vient dans les offs de Cannes présenter ce film. Écoutez, pour ceux qui n'ont pas écouté Thierry Frémaux, je l'ai eu ici il y a quelques mois de ça, donc sur Pause, son histoire est... Ta passé du temps avec Thierry Frémaux était assez unique aussi, d'où il vient. Donc bien lui, sûr. C'est Lyon et c'est les quartiers de Lyon, mais c'est aussi une personne assez exceptionnelle dans son chemin de traverse pour arriver à être président du Festival de Cannes. Ce qui est assez grave. Donc c'est lui qui te remet, tu montes les marches. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que quand on fait Les Caïras, il n'y a pas un seul moment où tu penses au Festival de Cannes. Moi, j'ai fait ce film sans me poser de questions, en m'inspirant des teen movies américains, en me mettant aucune limite, parce que d'abord, c'est une autre époque, c'est pas une période où tu te dis, il faut que je fasse attention à ce que je dis, sur la religion, sur le sexe, sur les femmes, sur le racisme, Non, qu'est-ce qui nous fait rire ? Faisons-le, ok ? Et on fait ce film, ça devient Les Caïras, et les gens de chez Gaumont, à l'époque, je me rappelle très bien Ariane Toscan du Plantier, qui me dit, bon, mon cher Franck, ne t'emballe pas, mais Thierry Frémaux a demandé à voir le film. Bon. François Clerc, patron de la distribution de Gaumont, me dit, écoute, ne t'embête pas, il doit en avoir plein les bottes des films sud-coréens, il doit vouloir un truc qui le détend, il a entendu parler du film. Et là, on m'appelle, on me dit, bon, il a beaucoup aimé. Ils essayent de le mettre à la quinzaine. Oh, mais moi, mon film que j'ai fait à Melun avec mes potes, sans me poser la moindre question de ce qui serait sulfureux, ce qui pourrait gêner, ce qui pourrait déranger. À Cannes, l'Alpe d'Huez à la limite, Cannes, bon. Et puis, Thierry Frémaux m'appelle. Mon cher Franck, on ne se connaît pas. Je peux pas prendre le film en compétition, on va se faire allumer. Mais je l'ai tellement aimé que vous êtes invité. On va faire une présentation dans les offs de Cannes. Et il y aura le film à Cannes. Le film part à Cannes. Il y a une soirée à Cannes que j'oublierai jamais de ma vie avec Cut Killer qui vient mixer. Il y avait Laïla Bekti, il y avait Tahar Rahim. Tout le monde était là. C'était la soirée où il fallait y aller. En plus, c'était une soirée où on avait fait des kebabs. C'est une soirée à thème Les Caïras sur la Croisette. C'est un des plus gros souvenirs de ma carrière parce que d'un coup, tu te dis, il est en train de se passer quelque chose. Il est en train de m'arriver quelque chose. Bon, c'était pas prévu dans mon chemin qu'il m'arrive quelque chose comme ça. Et donc, cette présentation a lieu, mais je suis obligé de te raconter la suite de tout ça. C'est que on se retrouve à faire la couve de Technicart. Ça devient presque un film un peu branché, quoi, tu vois. Et puis, il y a le moment où il sort. Et alors là, je vis pour la première fois de ma vie ce que c'est une sortie de film. Un cauchemar. Tu as l'impression que, en une journée, ta vie va basculer d'un côté ou de l'autre. Soit le film est un échec et peut-être que ça s'arrête là pour toi. Et soit le film décolle et il se passera quelque chose. C'est une séance d'ailleurs. Une séance, tu sais ça, le mercredi matin. Exactement. Alors je veux pas entendre tout ça, puis j'ai pas encore les codes comme maintenant, je suis effrayé partout, je passe une journée terrible, on continue à faire des promos, on fait des tournées, t'arrives dans des salles, il y a du monde, d'autres où il y a pas, t'es incapable de savoir si c'est en train de marcher ou pas. Et puis, arrive ce moment incroyable où je veux plus entendre si ça marche ou pas parce que ça m'effraie. Et j'avais un repère, c'était le film Tout ce qui brille de Géraldine Nakache, que j'avais eu la chance de voir avec Laïla à ma droite, Géraldine à ma gauche, sur un canapé où il m'avait mis le DVD avant que
qui que ce soit voit le film, et j'avais regardé avec les 2 filles qui me regardaient en me disant alors est-ce qu'il aime ou pas. Et j'avais adoré le film, et je m'étais rappelé que le film avait fait, je crois, quelque chose comme 60 000 ou 70 000 entrées le premier jour, et c'est devenu le succès qu'on connaît, et la carrière de Géraldine qui explose, et Layla qui prend un César. Et d'un coup, je m'étais dit, ok, en fait, il faut que j'arrive. Il faut que ça soit. C'est ces chiffres-là qui fait que ça. Mon référent, c'était le film de Géraldine. Et puis, ça y est, c'est ce qu'on appelle la soirée chiffres. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, on se réunit tous et on appelle toutes les salles de cinéma, on fait le décompte et on voit combien ton film a fait le premier jour. Et c'est les tout débuts de Twitter. Je reviens d'une émission chez Fred de Sky et je suis dans la voiture et on me montre, j'avais pas encore Twitter moi, c'était d'ailleurs mieux comme ça, et je vois le tweet de François Clerc, qui était l'ancien directeur de la distribution de Gaumont, qui poste une bouteille de champagne et qui dit « Ça devait être une soirée chiffre, ça devient une soirée de ouf ». Et j'arrive, et il m'attend comme ça, il me dit « 91 000 entrées ». Eh bien, la carrière bascule là, en fait. Parce que là, tu sais que tu viens de gagner un ticket pour en faire un autre. Le film dépasse le 1 million d'entrées, on a des super critiques, et j'ai le droit de faire un autre film derrière. Donc là, c'est des succès qu'on n'attend pas. Il y a un succès dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, c'est un petit truc en plus. Là aussi, pour Artus, ça a été un changement complètement de dimension, parce que même chose, je crois que le premier jour, je crois qu'il a terminé avec 240 000. Ouais, là, c'est un autre niveau. Là. Mais il n'empêche que même chose, c'est qu'on se retrouve, on ne l'attendait pas. Il s'est retrouvé sur Cannes, ou à Cannes, d'une manière... Donc, il n'a pas fait en imaginant qu'il allait faire Cannes l'été d'après. Donc ça arrive, ça peut arriver, c'est assez rare. Toi, justement, ça ouvre cette porte vers ce second film, toujours au cinéma populaire. Il s'appelle... Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que... Enfin, ce point est intéressant parce que c'est le moment où tu fais un choix. Tu vois, quand on se parle de... OK, quels sont tes complexes de mec qui fait des films un peu populaires, ok ? C'est quoi le problème avec populaire ? Moi, aucun. Mais il faut que tu acceptes que du coup, tu n'as plus accès à certaines choses. Ça, c'est une réalité. Donc, si il y a un problème, c'est celui-ci. Ouais. Si tu considères que c'en est pas un, alors il n'y a pas de problème. Mais effectivement, après les Caïras, j'accède à un choix. Ouais. On fait la couve de Technicart. Mon film d'après, c'est un film en acteur avec Camille Cotin et Pio Marmaille. J'ai le choix à ce moment-là de dire à mon agent historique, qui est toujours mon agent depuis 15 ans, Laurent Grégoire, de lui dire « Laurent, c'est ça que j'ai envie de faire. Fais-moi rencontrer les réalisateurs de films d'auteur. Fais-moi faire du cinéma d'auteur. Fais-moi rencontrer les bonnes personnes. » C'est l'agent le plus puissant de Paris, de France. C'est un choix que je pouvais faire à ce moment-là. Le choix qu'a fait Fred. Tu parlais d'Omar et Fred tout à l'heure. C'est un peu ce choix-là qu'il a fait. Oui, et puis surtout... il a pris Écoute, on pourrait citer, je sais, Vincent Lacoste, par exemple, après Les Beaux Gosses, il peut très bien se dire « je veux faire que des comédies » ou faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire aller faire du cinéma, je ne sais pas comment on le qualifie, plus chic, plus auteur, tu vois, je sais pas. Bon, j'ai ce choix à ce moment-là, de me dire « Ok, fais-moi faire les rendez-vous, je veux apprendre des beaux textes, je veux aller au théâtre, Bon... » Tu te le dis, tu te poses vraiment cette question Ouais. Avec Nicolas Altmaier? Tu t'as dit, non, c'est là, c'est parce tout que seul. Nicolas Altmaier n'est pas le bon conseiller pour ça, parce que Nicolas, il n'est heureux que quand je suis au bureau en train d'écrire des films qu'il va produire. Donc quand je vais faire l'acteur, c'est du temps perdu sur nos projets. Non, j'ai ces discussions avec Laurent Grégoire, mais j'ai envie de continuer ce que j'aime, j'ai envie de continuer à raconter... En fait, tu sais, pendant longtemps, j'ai cru que mon bagage de banlieusard de Melun était un complexe, c'était un truc qu'il fallait un peu cacher quand on était à Paris, qu'on vient de Melun, qui est vraiment une ville que même les humoristes moquent, tu vois. Et puis j'ai fini par comprendre qu'en fait c'était ma force, c'est ce qui faisait que j'avais plus de choses à raconter, en tout cas un truc spécifique à raconter. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit mais non, en fait je crois que j'ai envie de revivre ce que j'ai vécu avec les Caïras, c'est-à-dire des salles pleines, des salles qui se marrent, cette espèce de truc organique complètement fou où toi, t'es enfermé dans ton bureau, d'un coup, t'as une espèce de fulgurance de vanne, tu l'écris, et puis un an après, t'es dans une salle de cinéma et t'as 500 personnes qui éclatent de rire sur ça. En fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Alors, je vais faire Pattaya. Mais quand tu fais Pattaya, et que tu vas chercher Gad Elmaleh, autre acteur très populaire, et que tu fais un film qui est encore plus populaire que les Caïras, qui avaient ce truc un peu branché parce que c'était la nouveauté, tu vois, c'est un mec qu'on connaît pas et tout, on aime bien. Là, le coup d'après, tu deviens populaire. Et puis en plus, il y a Gad Elmaleh dedans, t'es encore plus populaire. Là, le demi-tour, il commence à être un peu plus compliqué. Mais, alors quand tu fais Taxi, il n'y a plus de demi-tour. C'est ça que tu dis plus. Mais
Question, encore une fois, je posais cette question-là. Si tu mets de côté quelques centaines de personnes qui vont trouver quelque chose à redire, c'est quoi le problème d'un cinéma populaire ? Tu t'en excuses, toi ? Tu peux pas t'en excuser ? Non, je vis quand même dans une ville et dans un milieu dans lequel parfois on te fait sentir qu'on n'est pas de la même catégorie. Mais c'est une vanne. Tu Tant sais, mieux, non ? je pourrais te dire ma discussion avec Raphaël Quenard que j'ai eu toute la soirée où on s'envoie des vannes où on devait se voir, il me dit je peux pas, j'ai un rendez-vous, où je me moque de son rendez-vous en mettant des noms de réalisateurs d'inconnus, lui qui me dit oui mais toi tu dois faire un nouveau film pour t'acheter une 3e Ferrari, enfin on se marre beaucoup, lui qui a envie de faire des gros succès populaires comme n'importe quel acteur, moi qui pourrais avoir cette carence de me dire j'adorerais faire un film qui fait que je serai nommé au César, et en fait quand t'as compris que ça ne s'arrête pas ce truc-là, c'est l'herbe tout le est temps. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Oui, et puis quand t'accomplis quelque chose dans un milieu ou dans un domaine, bah t'as envie d'aller ailleurs. Évidemment que si je pouvais être ce mec qui fait des millions d'entrées quand il fait des films en salle, qui fait des centaines de millions de streams quand il fait des films pour des plateformes, et puis qui en plus irait gagner un César, T'as qui ? C'est super. Qui fait ça ? T'en as pas beaucoup ? Qui fait ça Omar est capable de le faire. Omar Sy Est capable de le faire. Pierre Ninet, évidemment, c'est pas capable, c'est qu'ils l'ont déjà fait, carrément. Je pense que Tahar Rahim est capable, je le sens plus excité par des films forts que des comédies, mais n'empêche qu'il est capable aussi. Non, Laurent Lafitte est capable aussi, ils le sont. Eux, ils sont pas catalogués, ça que tu dis. Toi après Taxi, donc là on se retrouve sur Taxi 5, donc Pattaya, quasiment 2 millions d'entrées. 2 millions, est-ce que tu peux, pour encore une fois les gens qui vont au cinéma, qui aiment le cinéma, mais qui ne sentent pas forcément des chiffres, 2 millions dans cette année-là, c'était le film français. Les Carrera est le film le plus les Carrera est le film français le plus rentable de l'année quand il sort, parce que c'est un tout petit film qui a coûté rien du tout. C'est un film qui peut exister grâce au talent de producteur de Nicolas Altmaier et Eric. C'est-à-dire que d'un coup, ok, bon bah c'est 2 mecs et un nain. Le film il est un peu trashos. Faisons confiance aux 2 grands, parce que s'ils nous disent que c'est bien, puis de toute façon ça coûte pas très cher, on prend pas gorille. Moi je me rappelle par exemple de Sidonie Dumas, la patronne de Gaumont, que j'aime beaucoup, avait dit aux équipes, écoutez, j'ai lu, je comprends rien, mais les équipes trouvent ça super, donc on va le faire. C'était, tu vois ce que je veux dire ? La confiance dans ses équipes. Exactement. Et en confiance aussi au Altmaier, tu vois. Donc là, Pattaya. Et Pattaya, je me rappelle qu'on se dit, si avec Pattaya on vend un ticket de plus que les Carrera, on pourra considérer que c'est un succès énorme. On peut faire un 3e film. Et c'est encore un film à petit budget, malgré le succès du premier, parce que c'est un film un peu trash dans lequel je voulais pas faire trop de concessions. Et le film fait 2 millions. Là, ça te positionne vraiment, parce que, tu sais, il y a toujours le truc du coup de bol, de la chance du débutant. Ouais, son premier film a marché, mais le deuxième, on verra. Bon, le deuxième, tu doubles la mise. Ça m'éloigne forcément, puisque c'est un succès d'un autre genre de cinéma, mais moi, ça me donne des possibilités de faire encore plus gros, et c'est à ce moment-là que l'idée de Taxi arrive. Donc là, on est en 2016, 2018, c'est Taxi. Là, encore une fois, c'est la franchise Taxi, on est sur le 5e Taxi, et là, tu as 3 millions 5, je crois. 3 millions, oui, ça, et puis... Tu réalises, donc, tu tournes dedans ? J'écris, je réalise et je joue. T'écris aussi ? Ouais. Bah là, l'histoire, elle est, c'est la seule infidélité en presque 15 ans avec Luc Besson, avec qui je pars, et donc je délaisse les frères Altmaier pour un film, mais en leur demandant l'autorisation. Ils hésitent à la donner ou ils la donnent facilement ? Ils la donnent pas du tout avec le sourire, mais je suis rentré à la maison tout de suite après pour faire des choses encore mieux. Donc, écoute. Après les Carrera et Pattaya, ça fait 3 millions d'entrées en 2 films, et tu te dis, bon, bah maintenant on fait quoi ? Parce que moi je veux step up. Je veux pas faire les Carrera 2, Pattaya 3, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, quoi ? Et surtout, qu'est-ce que je sais faire ? C'est avec Validé ensuite que je me suis dit, je sais faire d'autres choses. Mais à ce moment-là, je me dis, je sais faire que un peu la rigolade, et c'est déjà super. Qu'est-ce que je peux faire de mieux dans ce genre-là ? De la comédie d'action. Est-ce qu'on a une franchise incroyable de comédie d'action ? Ok. Et j'ai des discussions avec Malik Bentala, et on se parle de Taxi. Putain, mais alors Taxi... Et moi, je sais que lui, c'est un mec du Sud, moi je suis de Paris, on pourrait refaire un espèce de duo comme ça. Ça paraît complètement fou, mais bon. On contacte Dominique Farrugia. Dominique Farrugia, je te la fais courte, nous arrange
une rencontre avec Luc Besson. Et là, je suis obligé de te raconter comment ça se passe avec Luc Besson, parce que à ce moment-là, même s'il est devenu très bienveillant avec moi, à ce moment-là, on est loin de la bienveillance des frères Altmaier. On est face à un ours qui a, et je l'ai compris ensuite, tellement l'habitude d'avoir des gens qui viennent lui demander des choses, qui viennent lui demander de faire des films, qui viennent lui dire « j'ai une super idée ». C'est son quotidien à ce moment-là. Et là, il voit arriver ces deux petits qui sortent quand même d'un succès qui était encore en salle, c'est-à-dire que Pattaya était encore en salle. Et j'ai face à moi un Luc Besson qui ne dit pas un mot et qui me dit ouais, je t'écoute. Et je dois faire un monologue d'une demi-heure où je lui raconte le film qui est devenu Taxi 5, où je lui raconte qu'il faut qu'on modernise tout ça, que les méchants seront les Italiens, qu'on prendra les acteurs de Gomorrah parce que c'est la série à la mode, et on va moderniser tout ça parce que les séries ont pris beaucoup de place, et puis c'est les méchants qui seront avec des Lamborghini, des Ferrari, et puis on fait ça, et puis il y a Paris, Marseille, et lui c'est le mec de Marseille, moi j'arrive de Paris. Ok. Et là il me dit, très bien, pour moi c'est bon, merci. Merci, au revoir. On sort de là avec Malik et on se dit mais merci, ça veut dire c'est bon ou ça veut dire c'est très bizarre ce qui vient de se passer quand même. Et il est resté très très froid et quelques temps après on me dit bon ben Luc veut que t'envoies 30 pages. À cette époque je comprenais pas ce que ça voulait dire de dire envoie-moi 30 pages. Ensuite j'ai compris que Luc Besson il veut bien te tendre la main mais il va d'abord falloir lui montrer ce que t'as dans le ventre. Quand tu dis à quelqu'un « envoie-moi 30 pages », en général, le projet s'arrête là. Parce que 30 pages, c'est quelque chose de très lourd à sortir. 30 pages avec des rebondissements, un début, un milieu, une fin, un film. C'est 30 pages de traitement. C'est le film romancé. Mais moi, quand il me dit « envoie-moi 30 pages », c'est la chance de ma vie. Il y a Luc Besson qui me dit « envoie-moi 30 pages, et si c'est bien, on fera Taxi 5 ». À ce moment-là, je mets ma vie en sommeil. La seule chose qui compte, c'est ça. Je sors les 30 pages. 15 jours après, il reçoit 30 pages. À nouveau, c'est un rêve de gosse, quoi. Mais ouais. Disneyland, quoi, à nouveau. Mais tu vois, ça revient à ce qu'on se dit. C'est-à-dire que, malgré tout, c'est mon truc de la voiture rouge. C'est-à-dire de saisir l'opportunité, d'avoir les yeux ouverts et de se dire, tiens, peut-être que ça. Ensuite, il faut transformer. Puis, il faut qu'on te donne ta chance, quand même. Tu vois ? Donc là... Potentiellement, on te la donne. Il te la donne. Oui, en tout cas, encore une fois, c'est ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Voilà le chemin, c'est là. Il est long, hein, attention. Hein. Il est long, j'espère que t'as les bonnes baskets, parce que ça va être dur. Mais en tout cas, si tu veux, c'est par là. Ok, j'y vais. J'envoie ces 30 pages. Je me rappellerai toute ma vie de ce moment. Il m'appelle un 25 décembre, en numéro masqué. Oui, c'est Luc. Oui, bonjour Luc. Tu peux venir tout de suite, là, pour travailler ? Bah là, on est le 25 décembre. Ah, bon, alors demain, 7h, c'est bon ? Oui. Évidemment que... Je vais pas dire non. Oui. Ok, alors à demain, 7h. Je reçois l'adresse, c'est son château en Normandie. À 7h. Donc, tu mets ton réveil à 3h du matin. Tu habitais Plumelin, t'habitais Paris. J'habitais Paris, et je prends ma petite voiture, et je me rappellerai toute ma vie, j'arrive à 7h15, et Luc Besson sort du château, il me fait « T'avais laissé le frein à main ou... » Je dis « Non, j'ai un peu... » Je suis terrorisé. Parce que t'as beau fanfaronner avec tes potes, t'as fait 3 millions d'entrées en 2 films, là, c'est Luc Besson. C'est Luc Besson. Dans son château, voilà. Bon, et on commence à écrire. Je me rappellerai toute ma vie, il avait un iPad comme le tien, et je me rappelle que j'avais fait une photo comme ça sans qu'il me voie, et que j'avais envoyé à Malik en lui disant « Putain, j'écris avec Luc Besson. » C'était dingue. Oh, c'est Disneyland. C'était Disneyland. Et en fait, Luc avait lu mes 30 pages, et il s'était dit « Bon, ok, d'abord, le mec, il livre, et puis il y a un film là-dedans. Bon, il y a du travail, mais il y a un film. » Et donc, on a bossé beaucoup. Et on a fini par faire Taxi 5. Il m'a laissé les clés. Je me rappelle avoir dit à Besson, Luc, vous viendrez sur le tournage ? Et il m'a dit, non, je viendrai pas parce que si je viens, les équipes vont penser que je te surveille et je veux qu'ils sachent que c'est toi le patron. Et donc, il m'a laissé les clés de son taxi et j'ai travaillé avec sa confiance. On continue. Et là, tu rentres dans le monde des séries. Donc là, Canal+, je sais pas si elle t'offre une case, en tout cas, tu vends avec Mandarin, avec la société des frères Altmaier, tu vends une série. Comment ça se passe ? On parle de valider, un succès incroyable en termes de nombre de vues, évidemment, mais aussi de critiques, parce que les critiques ont été très positives sur ce film, sur cette série, bien plus que tout ce que tu as pu vivre par le passé. Comment ça s'est vendu ? C'était assez simple à vendre. Canal+, t'as acheté assez facilement. Est-ce que tu as hésité entre Canal+
et une plateforme qu'on connaît évidemment, les Netflix, aujourd'hui les Prime. Comment ça s'est passé? Raconte-nous un petit peu à ce moment-là. Écoute, ça, tu peux vendre. Après Taxi, tu peux faire tout ce que tu veux, non? eh bien, encore une fois, tu peux faire tout ce que tu veux dans ce domaine-là. Et c'est là où, malgré tout, notre marché du cinéma, on a nos spécialités. C'est très difficile d'aller voir quelqu'un en disant « Alors moi, tu me connais parce que je fais que des blagues, mais maintenant, là, je vais te faire un film ultra sérieux sur une cause. » Tu vois, c'est pas simple. Quand je sors de Taxi 5, qui est vraiment la grosse comédie, rigolade pour les enfants, etc., et que je veux basculer non seulement dans un changement radical qui est la série, qui n'est pas le même système de narration, pas le même système de travail, de production, d'écriture. Mes films, je les écris, j'écris une première partie seule, et puis ensuite, je fais venir un co-scénariste pour rebondir sur mes idées. Une série, ça se fait dans une room, avec plusieurs auteurs, plusieurs cerveaux, des réflexions. Bon, je connaissais pas tout ça. Donc, je passe du cinéma à la série, avec tout ce système de production, de fabrication qui est littéralement différent. Mais surtout, je change de ton, c'est-à-dire que moi, je suis connu pour faire des films avec mon pote nain et de la rigolade et Ramsey. Et là, d'un coup, je te dis, je passe en série, drama, sur un milieu qui n'a jamais été traité en France, qui est le milieu du rap. Et je vais le traiter à la dure, en mélangeant la réalité de ce milieu qui est la voyoucratie, un milieu dur, le milieu de la musique, des paillettes, des problèmes, etc. Je parle à, encore une fois, Ariel Saraco, chez Canal+, qui était celle qui m'avait mis à l'antenne avec KR Shopping en disant « J'ai une idée de série, ma punchline, elle est assez accrocheuse. Je veux faire la première série qui traite du milieu du rap en France. » Voilà. C'est la première musique de France. C'est assez étonnant que personne n'y s'y soit collé. Je veux m'y coller. Et là, on me dit « Ok, très bien, on s'y met. » J'appelle Nicolas Altmaier. Je voudrais faire une série sur le rap. Attention, tu sais que là, ça veut dire que tu fais plus de cinéma pendant 2 ou 3 ans. Ok, j'y vais, je crois dans ce truc vraiment. Attention, tu vas gagner moins d'argent. Ok, ouais, je sais, mais j'ai gagné de l'argent avec Taxi. Je crois vraiment que ça va être moins bien. en série qu'en film? Bah, c'était une première série, c'était une petite série, sans star. Donc oui, quand je sors de Taxi... Après, le montant était moindre que ce qu'on te payait pour cette série, c'est ça que tu dis. Quand tu sortais de Taxi, oui. c'était... Taxi est le plus gros salaire de ma carrière à ce moment-là. Donc, je suis en capacité derrière de partir sur un projet qui va m'apporter beaucoup moins. Je te passe ces détails qu'à ce moment-là, j'ai aussi le choix de me dire, et de dire à Luc, viens, on fait Taxi 6, 7, 8. Bien sûr. Parce qu'en vérité, le film a marché. Et critique, pas critique, le film a marché. C'est un film qui a marché beaucoup dans le monde, pas grâce à moi, parce que Luc avait fabriqué cette franchise qui fait que les gens attendaient de voir ce film. Achète, bien sûr. Et donc, ok, changement. Je veux faire ça. Attention, Franck, il n'y a pas beaucoup d'argent. Attention, tu vas y passer 3 ans. Attention, tu peux pas faire de film pendant longtemps. Ok, on y va. On avance, on développe, j'y crois. Et il m'arrive un truc qui m'était jamais arrivé jusqu'à maintenant. Tu tombes amoureux? Non. C'est heureusement si, mais... je livre les 6 premiers épisodes écrits. Et là... je suis convoqué dans le bureau de Canal+, ils m'en voudront pas de raconter tout ça. Bon, prescription. Prescription, et puis la fin de l'histoire est belle. Je suis convoqué dans le bureau, mais tu sais, convoqué quand tu sens qu'il y a un problème. Ça va? Oui, assieds-toi. Ah, bon. Alors, écoute, on a lu, et je me rappelle exactement de la phrase, parce que c'est un trauma. Hein. En l'état, on n'ira pas. On n'ira pas, on le fait plus. Waouh. Et là, tu veux rester digne, ok, très bien, je comprends. Je suis dévasté, tu vois. C'est combien de mois que t'étais dessus? Oh bah, ça faisait bien 6 mois là qu'on écrivait. Donc, et puis surtout, j'ai tout gelé, c'est-à-dire que il y a rien à côté. Il y a rien à côté, il y a rien dans les mois, enfin il y a rien qui était prévu, tu vois, puisque c'était ça ma target. Et puisqu'on m'avait jamais dit non, moi j'étais quand même un enfant gâté jusqu'à maintenant sur ça. Et je me rappelle très bien être dans mon parking, dans la voiture, et appeler Nicolas Altmaier, et là c'est la panique. C'est la panique pour l'argent, c'est la panique, c'est la panique pour les projets, c'est... Bon. Et je déclenche celui en qui j'ai maintenant une reconnaissance éternelle. Autre petit ange gardien de mon chemin. C'est marrant parce que en parler avec toi me rappelle à quel point, oui, encore une fois, des gens t'ont montré le chemin. Même s'il a fallu que tu le fasses, le chemin, on te l'a montré. T'entendais la main, ouais. J'appelle Maxime Saada, le patron de Canal+. Et je lui dis, patron, je suis désolé de vous déranger, mais
ils veulent plus faire la série. Vraiment, je pense que c'est une erreur. Ok, il me dit, bon, je monte dans un avion. Quand j'aurai atterri, j'aurai trouvé la solution. Il m'appelle 8 heures après. Et il me dit, bon, effectivement, aux créations originales de Canal+, ils y croient pas en ta série. C'est pas leur truc, c'est pas pour eux. Mais moi, je te dis qu'on allait la faire, alors on va la faire. Seulement, ça sera pas une création originale, t'auras moins d'argent, est-ce que tu veux quand même la faire ? De toute façon, moi, j'ai rien d'autre. J'ai tout lâché. Oui, ok, on le fait. Ok, alors on le fait. C'est Maxime Saada tout seul, contre l'avis de tout le monde, qui dit « on va faire cette série ». Ok. On tourne cette série, personne de Canal+ vient nous voir sur le tournage. C'est vraiment la série qu'on fait un peu pour faire plaisir à Gaston Bide, parce que Maxime Saada a dit qu'il fallait la faire. Patron, ouais. Bon. Et on la tourne. J'ai quand même l'impression qu'on est en train de faire un truc cool, mais c'est nouveau pour moi tout ça. Et je me rappellerai toute ma vie voir les premiers épisodes monter et appeler Maxime Saada en lui disant « Patron, je crois qu'on a bien fait. Je crois vraiment que c'est bien. Ok, bon, bravo, merci. » On livre les épisodes et je suis alors convoqué par les mêmes personnes qui m'avaient dit « on n'ira pas ». Et la personne qui était le plus virulente dans « on peut pas le faire » m'accueille en me disant « je suis désolé, je me suis trompé. Génial. Est-ce que tu serais quand même d'accord pour que ça soit une création originale finalement ?» Et donc, à la qualité de la série, on se récupère le tampon création originale. C'est beau de pouvoir dire qu'on s'est trompé. Mais c'est bien pour ça qu'à ce moment-là, je lui ai pas dit « ah bah je t'avais dit ouais. ». On s'est fait un hug. Et bah oui, enfin, c'est d'autant plus que tu sais, derrière, c'est pas simple pour une partie de cette équipe qui n'a pas cru à ce projet quand ça devient ce qu'il est devenu. Quand tu fais les premières interviews et que tu dois dire, bah on y a toujours cru depuis le début, bah tu peux pas la dire cette phrase-là. Tu vois. Ceci étant, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils te disent ça avant que ça soit diffusé. Ça aurait été facile de le dire après diffusé. Donc ils ont pas cru en lisant, ils ont vu de leurs yeux en fait que c'était incroyable, et c'est un talent aussi. Canal+ est quand même connu pour être Bien sûr. tellement talentueux dans les créations originales, et ils ont raison, puisque tu te retrouves avec 40 millions de vues, si je me souviens, la première saison. En une semaine, dans la seconde saison, je crois que c'était 10 millions. Donc en fait, tu fais péter tous les scores, en fait, grâce à Validé, et donc grâce à cette première série sur le rap français. Continue les pauses amicales. Quelqu'un qui est excellentissime dans ce qu'il fait, qui est très sympa, et dont tu viens de parler à l'instant. On l'écoute, Maxime Saada. Bonjour, c'est Maxime Saada, le président de Canal+, et j'avais une question pour Franck Gastambide. Franck, je voulais savoir, est-ce qu'il est trop tôt pour parler de la saison 4 de Validé ? Écoute... Mais là, le patron va m'obliger à parler de la complexité de tourner une série comme Validé. Bon, d'abord, je suis très flatté qu'il dise un petit mot. Ouais. Non, c'est quelqu'un... tu l'aimes beaucoup, hein. Je l'aime beaucoup, j'ai l'impression que c'est réciproque. Et tu sais, quand on a fait la saison 2, on a fait une très belle soirée à l'Olympia pour la projection de cette saison 2. Et j'avais tellement de gens à remercier que je me rappelle avoir dit, écoutez, j'ai tellement de gens à remercier, j'ai peur d'en oublier, mais il y a une personne que j'oublierai jamais, c'est Maxime Saada. Et c'est le seul que j'ai voulu citer parce que, tu vois, on se parle des gens qui ont été essentiels sur mon chemin. Validé, c'est game changer pour moi dans ma carrière. Ce jour-là, si Maxime Saada me dit, écoute, je suis désolé, les équipes y croient pas, mais on fera d'autres choses ensemble. Il y a des tas de formules de politesse qu'il aurait pu me dire ce jour-là. Et finalement, il décide d'y croire. Et Validé, c'est la série de Franck Gastambide et de Maxime Saada. S'il n'y a pas de Maxime Saada, il n'y a pas de Validé, et donc il n'y a pas ce que ça provoque dans ma vie derrière. Donc, je ne suis pas en mesure de refuser quoi que ce soit à Maxime Saada. Et là. Donc c'est oui pour la saison 4, attention, on s'engage là. Et tu sais, j'ai hésité déjà à faire la 3 parce que je trahis pas un grand secret de dire que Validé traite une population compliquée et complexe dans sa manière d'être gérée. Pour moi, c'était pas simple de faire Validé, d'arriver en étant un petit blanc qui fait des comédies et de dire, là maintenant, je vais traiter du milieu très sérieux du rap, alors que je suis un peu un clown qui fait des comédies. Ça a été un gros travail, pour lequel j'ai été aidé, évidemment, mais
Il y a beaucoup de coups à prendre. J'ai pris beaucoup de coups. Je n'ai jamais eu autant de problèmes dans ma vie qu'avec Validé. C'est-à-dire que avant, j'étais juste le mec qui fait taxi, t'aimes pas, il fait Pattaya, les nains, il y a Malik Bentala avec lui. Validé, ça change tout. C'est-à-dire ? D'abord, tu deviens quelqu'un qui a touché à un milieu sulfureux, compliqué. Je commence à avoir des menaces. Je commence à avoir des gens qui cherchent à me nuire, des gens qui exigent des choses. Par exemple, tu mets mon artiste dans ta série où tu auras des problèmes. Et j'ai eu des gens qui viennent attendre en bas du bureau. J'ai eu toutes sortes de choses comme ça, bien sûr. Bien sûr. C'est un milieu que tu approches, entre guillemets, avec des protections, tu vois. Alors, si ça marche pas... Tu le savais. Je le savais. Mais pas à ce point-là, peut-être. Là, j'ai pas eu d'énormes... surprises. Les surprises viennent... En fait, j'ai pas eu de vraies surprises sur la dangerosité du milieu que je pouvais traiter, des conséquences, des menaces, des choses que ça pouvait m'apporter de négatif. Mais j'ai aucun doute sur le fait que ça en valait la peine et que Validé est une des choses dont je suis le plus fier dans ma carrière. La seule chose que ça apporte aussi, et c'est une discussion intéressante sur le succès, c'est des problèmes au sein même de gens avec qui tu travailles. Parce que forcément, un succès comme Validé génère des frustrations, des jalousies, et parfois ça se transforme en méchanceté. Parce que dans l'eau, il y a ceux qui ont été propulsés par Validé, ceux qui l'ont été moins, ceux qui estiment qu'ils auraient dû avoir plus, et à ce moment-là, il peut y avoir de mauvaises réactions. Et il y en a eu. D'artistes, tu veux dire ? D'artistes, ouais. De comédiennes ou de comédiens Oui. Mais en fait, tu sais, c'est aussi... quand on parle du succès et de la notoriété, il y a tout ce que ça t'apporte de bien, et il faut que tu acceptes que ça t'apporte aussi des choses de mal. Dans ma position à moi de réalisateur, c'est une position où je donne du travail à des gens. Et où en plus, puisque j'ai eu la chance que mes projets soient des succès, eh bien, non seulement tu donnes une chance, mais tu donnes potentiellement aussi une carrière. Et ça peut rendre méchants ceux à qui tu ne la donnes pas. Ou qui pensent que tu la donnes pas. Toi, justement, cette reconnaissance du public, quand tu marches dans la rue... On te reconnaît assez facilement. Est-ce que tu mets une casquette et des lunettes comme certains copains qui veulent pas trop qu'on les ennuie? Est-ce que toi, tu es content de prendre le métro et de faire des selfies? Comment tu la vis, toi, ce moment de notoriété qui était impossible d'imaginer quand tu avais 18 ans, 15 ans, 20 ans? Alors, d'abord, c'est une partie de la carrière qui m'a jamais fait rêver. Il y a jamais un moment où je me suis dit « J'espère un jour faire des photos avec des gens dans la rue ». C'est pas ce qui me faisait kiffer. Ce qui me faisait kiffer, c'était de réussir enfin à faire quelque chose de ma vie, de réussir à accomplir quelque chose qui, en plus, attirera des regards sur celui que j'étais, qu'on regardait que en disant « C'est lui qui est le dernier de la classe ». Donc, cette partie de notoriété, en vérité, tu l'appréhendes jamais vraiment. Elle est pas facile à préparer, elle est même impossible à préparer. Ma chance à moi, c'est que Ramzy était déjà mon ami proche avant que je sois connu. Parce que je rencontre Ramzy, je dresse rang-en-plan sur le film Les Dalton, et on devient potes. Et donc je traîne avec Ramzy. Et je vois comment Ramzy se comporte avec les gens dans la rue. Et par mimétisme, je crois que j'ai compris que c'est comme ça qu'il fallait se comporter. Et là, on parle de quelqu'un qui a un niveau de notoriété qui est très au-dessus du mien. Et... J'ai le souvenir d'être avec Ramzy dans la rue, qu'un van avec une quinzaine de personnes s'arrête pour faire les photos, voir Ramzy qui fait les 15 photos, et lui dire « C'est pas chiant, t'en as pas marre ?» Et il m'a dit « Si ça s'arrête, un jour, ça sera pire. » Alors ça, c'est la première leçon, tu vois, qui est une leçon vraiment de mon grand frère du métier. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que moi un jour on m'a présenté mon idole ultime, le père que j'ai pas, Sylvester Stallone, qui a été tellement gentil avec moi, qui m'a dit viens on fait une photo comme ça, eh ben viens on fait une photo comme ça, et je me suis dit mais moi j'ai jamais de la vie je vais refuser une photo à qui que ce soit, même Stallone a bien voulu faire une photo avec moi, tu vois. Et puis moi je suis un fanboy, quand j'étais plus jeune, j'ai demandé une photo avec Jamel Debbouze, j'ai demandé une photo avec Zidane, et ils m'ont tous dit oui, et moi maintenant que je suis connu, qu'on me demande des photos, je dirais non. Donc évidemment que règle numéro 1, jamais on refuse une photo, ça c'est la base de tout. Et puis je dois aussi reconnaître que les gens sont gentils avec moi, donc c'est pas très compliqué, tu vois. La seule chose c'est que
Moi, j'ai le souvenir avec une ex-petite amie être en train de m'engueuler dans la rue avec elle, et quelqu'un qui me dit « Excusez-moi, désolé de vous déranger, hein, je peux quand même faire une photo ?» Et on s'arrête, on fait la photo, il part et on se re-engueule. Tu vois, ça arrive quand même parfois que c'est pas le bon moment, tu vois. Mais j'ai aussi appris à me dire, il faut que tu acceptes les moments où, bah là, il va falloir aller faire des photos. Et puis, si t'es pas bien aujourd'hui, bah évite de sortir, tu vois. Parce que, tu sais ce qui est délicat sur ça, c'est un vrai sujet, ça, quand même. Parce que, il y a une différence aussi entre, c'est ce qui fait que tu peux jamais refuser une photo, qu'il ne faut pas d'ailleurs. Mais il y a celui qui vient te voir parce que il t'a croisé, il voit à peine qui t'es, et puis il veut te mettre ça sur son Snap pour dire j'ai croisé lui, je sais plus comment il s'appelle. Donc lui, il t'a quand même arrêté dans ta journée pour faire une photo. Mais toi, tu peux pas savoir si c'est ce mec-là ou si c'est un mec qui, depuis les Carrera, te suit et qui te dit mais j'ai vu tous les Carrera shopping de l'époque, bravo pour ta carrière. En arrivant dans ce studio, j'ai le scooter qui est garé devant, il y a 20 mètres à faire. J'enlève mon casque, il y a un mec qui s'arrête, il fait hey, Franck, mortel, c'est quand la cage? Super, c'est mon gars, pas de problème, vas-y, c'est bientôt. Et puis, juste devant la porte, bonjour, je voulais te dire, j'attends vraiment ton prochain film. Et moi, je te suis depuis les Carrera, et bravo pour ceci, et bravo pour cela. Et ces moments-là sont précieux, c'est-à-dire que c'est aussi ce qui fait que le mec qui a toujours le même manque de confiance en lui se dit, putain, t'as touché ces gens. Ça fait quelque chose. Et nourris-toi de ça, quoi. Si tu commences à faire, ils me font chier les gens de me parler, mec, t'as tout fait pour qu'ils viennent te parler, les gens, donc... Donc, Maxime Saada, on dit quoi pour la saison 4 alors? Là, je suis en train de reprendre mes forces à la fin de la saison 3 qui a été vraiment éprouvante. Mais j'ai d'autres projets que j'ai très envie de proposer à Maxime. Donc Maxime, tu vois, il y a peut-être d'autres projets. Et c'est pas un non sur saison 4, mais en tout cas, c'est pas un oui non plus assuré. Justement, ces questions, là, on parle de Canal+, toutes ces plateformes, ça m'intéresse et ça intéresse aussi les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Ces plateformes, aujourd'hui, elles n'existaient évidemment pas il y a 20 ans quand tu te nourris du cinéma ou même de Canal+. Aujourd'hui, on a Netflix, on a Prime Video. Comment tu choisis, à quel moment, quand tu fais Medellin, qui est le prochain de ses succès, pourquoi tu choisis Prime Video et pas faire un film en salle, comme tu as fait avant, ou Netflix? Qu'est-ce qui fait que tu choisis l'un plutôt que l'autre? C'est l'argent? C'est la vraie grande question, mais avant d'y répondre, il faut quand même avoir conscience de cette chance que j'ai, puisque tu es en train de me dire comment tu choisis. C'est incroyable, c'est fou. Tu vois. Normalement, on rêve qu'une personne, une plateforme, quelqu'un s'intéresse à ton projet. Et moi, je suis dans un espèce de choix du roi où je sais que je peux soit aller voir Maxime en disant bah voilà, faisons avec Studio Canal, c'est pour la salle, soit aller voir Thomas Dubois chez Prime Video en lui disant faisons un gros film ensemble avec un casting américain, aller voir les gens de Netflix en leur disant bah j'ai cette série. C'est un choix incroyable et j'ai une chance énorme de pouvoir faire ça. Et alors du coup, je profite de cette chance, je l'espère avec stratégie et intelligence, que je décide avec Nicolas Altmaier systématiquement. Laurent Grégoire, mon agent aussi, qui est toujours de très bons conseils, parce qu'il a une maîtrise parfaite de ce milieu. Mais avec Nicolas, très vite, la question de qui sera le meilleur diffuseur ou le meilleur moyen de diffusion pour tel ou tel projet. Encore une fois, à partir du moment où j'ai ce choix du roi, comment te dire? Alors, Medellin. On parle de ce film, donc Medellin. Medellin, c'est un film où j'ai complètement le choix qu'il soit en salle. Et je vais même te dire, au départ, le monde était en train de changer. Maintenant, tout va tellement vite qu'il est déjà là, ce nouveau monde des plateformes. Au moment où je fais Medellin, c'est-à-dire il y a 3 ans, je commence à développer ce projet. Faire un film pour Prime Video, c'est pas le truc le plus excitant, en Netflix, fait. oui. Netflix, oui. Netflix, Prime venait d'arriver, était un peu plus jeune. Voilà comment se passent les choses. Je prépare Medellin. J'ai envie de faire un gros film parce que je sors de 2 saisons de Validé. J'y ai passé 3 ans et demi de ma vie à faire de la série avec peu de moyens, puisque Validé est une série qu'on fait avec peu d'argent. Tout caméra à l'épaule, des castings d'inconnus. Voilà, on n'a pas beaucoup d'argent pour faire Validé. Et là, d'un coup, je me dis, il faut que je revienne avec un film plus gros, plus ambitieux, avec une star américaine, et que je montre ce que je peux faire quand on me donne de l'argent. Et là, j'ai un appel de Thomas Dubois, qui dirige donc Prime Video, et qui me dit, j'ai entendu par les frères Altmaier parler de ton film Medellin. Et je lui dis, mais c'est très gentil, mais c'est un film pour la salle, j'ai eu beaucoup de chance, mes films ont tous marché en salle, j'ai aucune raison d'aller m'enfermer dans une plateforme. Et il a une phrase qui me fait changer un peu. Il me dit, effectivement, avec nous, tu perds la salle, mais tu gagnes le monde. Bon, il m'a piqué, là. Ouais. Et je lui dis, oui, mais
ça va coûter 20 millions d'euros, c'est trop. Et il me dit non. T'aurais dû dire 25. Alors, oui. Alors je suis renchéri et je lui dis oui, mais je veux une star américaine. Oui, bah ça on peut t'aider, nous on est un studio américain. J'appelle Nicolas Altmaier, je lui dis bon alors d'abord je crois que je viens de lever 20 millions d'euros en un coup de téléphone et surtout il me dit oui pour une star américaine. Et à ce moment-là ça paraissait tellement fou parce que c'était encore les débuts que Nicolas était encore un peu méfiant et puis finalement on s'est rendu compte qu'on travaillait avec quelqu'un qui a tenu toutes ses promesses. Qui m'a effectivement permis d'avoir une star américaine qui est Mike Tyson qui joue dans le film et un film qui a coûté moins mais qui a coûté aux alentours de 20 millions d'euros qui me permettait de faire un gros film et je n'aurais pas eu ce budget pour la salle. Voilà pourquoi le choix s'est fait. T'aurais pas eu ce budget, t'aurais pas eu 20 millions pour un film? Non. On sait qu'on plafonnait aux alentours de 15 millions, ce qui était déjà très gros. Mais c'est encore une fois l'importance de l'expertise de mon producteur et de son sens très pointu du métier, où il va commencer à faire une petite étude et il va se rendre compte qu'on va plafonner à ce chiffre-là, là où Prime Video a envie de jouer un coup avec Gaston Bide, de se payer un gros film. Et à ce moment-là, il faut saisir l'opportunité, c'est ce que j'ai fait. On continue, tu me parles d'une volonté de faire des choses aussi qui n'ont pas été faites au préalable. Et là, tu t'attaques à un autre grand projet massif qui est de faire une série sur un monde que tu connais, que tu apprécies aussi beaucoup, qui est le monde de la MMA. Du MMA, ouais. Pas de la MMA, tu dis du MMA. Ouais, excuse-moi. Écoute, de la même manière que j'étais très surpris de me rendre compte que personne n'avait fait une série sur le milieu du rap en France, alors que c'est la première musique écoutée dans notre pays, j'étais aussi très étonné. Là, de me dire que personne au monde n'avait fait une série qui se passe dans le milieu de ce sport, alors que c'est un sport qui explose chez nous depuis 3 ans maintenant. Mais comment tu l'expliques, ça ? Comment tu l'as expliqué ? Écoute, Nicolas Altmaier, quand il a commencé à faire le devis, m'a dit je comprends pourquoi personne ne l'avait fait avant, donc c'est quand même coûteux et compliqué à faire. Techniquement, c'est ce que j'ai fait de plus compliqué. Mais je pense que si La Cage continue à être le succès, que j'espère qu'il l'est, on va en voir d'autres, je pense. Il fallait un peu pousser cette porte, mais c'est vrai qu'il y en aura d'autres. Il y aura un Cage saison 2, saison 3, saison 4, ou tu penses qu'il y aura d'autres Franck Gastambide qui diront il y a quelque chose à créer autour de ça. Oui, je pense écoute, de la même manière que ce que je pense, c'est qu'il va y avoir d'autres programmes avec le MMA en toile de fond. De la même manière que Nouvelle École, la série de Netflix, de leur propre aveu, et en plus Eric Enzo qui produit cette émission super et qui est mon pote, Netflix est la réponse. Nouvelle École est la réponse de Netflix à Valider. C'est-à-dire que Valider sort, c'est le carton que c'est devenu. On crée. Faisons des choses qui se passent dans le milieu du rap. Sur quelle plateforme, La Cage ? Netflix. Et donc là, je fais exprès de te demander pour savoir. Là, t'as côté Canal+, Prime Video, Netflix. Hésitation dans Netflix, c'était quelque chose que Maxime n'a pas. Ça aurait pu être. Là aussi, tu voulais que ce soit mondial tout de suite ? Ouais. Là, l'idée, c'est de se dire je traite d'un sport qui est un sport de notoriété mondiale. Et donc, j'ai besoin d'être sur la plateforme la plus puissante pour que le maximum de monde accède à mon programme. Donc là encore, c'est le choix du roi. Quelle est la meilleure plateforme ? C'est celle-ci. Mais pour te remettre dans la confidence, je fais un déjeuner d'abord avec Maxime, où je lui dis patron... Tu l'appelles patron ? Ouais, je l'appelle patron. Patron, je vais... Les deux personnes t'appellent patron ? Nicolas Altmaier et Maxime Sada. C'est les deux, d'accord. Et je lui dis, bon, on vient de faire un succès incroyable avec Validé, mais je vais devoir faire ma prochaine série ailleurs. Mais j'y vais en lui expliquant pourquoi. Et puisque c'est un homme supérieurement intelligent, il comprend très bien que le MMA est un sport qui est encore assez, finalement, confidentiel en France et qui est un phénomène mondial et que donc, je ne peux pas le faire avec une chaîne française. Il faut que je le fasse avec une plateforme mondiale. Mais en même temps, les accords entre Canal et Netflix font que Maxime voit ça d'un très bon œil. Et puis, je l'espère, hein, le succès que peut m'apporter La Cage, Canal en bénéficiera sur un de mes prochains projets. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, et je sais que Maxime le voit comme ça. Tu parles de succès mondial, puisque ça, c'est une volonté à travers certains projets, Medellin et La Cage. Là, on touche quelque chose qui est une frustration pour toi, qui vient, on repart sur le début de notre discussion,
qui est ces sujets de 10, parce que problème d'apprentissage de l'anglais. Ah ouais. Parce que tu parlais tout à l'heure de ton idole, Rocky Balboa, puisque c'est lui dont on parle, c'est Sylvester Stallone dans ce film mythique, à tel point que même la première fois que tu as pu t'acheter quelque chose à toi, une résidence, tu l'as appelé... C'est la Villa Balboa. La ouais. Villa Balboa, donc Ouais. donc c'est vraiment quelque chose de fort pour toi. Tu me parlais tout à l'heure de ce moment unique pour toi qui est ton idole, puisque tu me dis fanboy en particulier de Sylvester Stallone. Et là, c'est un moment très dur aussi pour toi, c'est que quand tu le rencontres, en fait, il parle pas français, évidemment. Et là, Enfin, c'est surtout moi qui parle pas anglais. voilà, c'est ça. Ouais, c'est encore la punition. Mais celle-ci, je la mérite. Autant ce triste héritage de naître avec tous mes handicaps invisibles est une injustice qui m'a amené jusque-là grâce à tous ces chemins dont on a parlé. Donc je vis maintenant en paix avec eux. En revanche, l'anglais, c'est de ma faute. L'anglais, c'est un manque de courage, c'est un manque de ténacité, parce que quand tu es dyslexique, tu sais que ça va être plus dur pour toi, que tu n'auras jamais un bon niveau en anglais, que tu vas travailler plus que les autres et que tu seras moins bon que les autres. Et du coup, j'y vais pas. Et du coup, je travaille pas. Refus d'obstacle. Ouais, exactement. Refus d'obstacle, et c'est un truc à la con parce que Aujourd'hui, si je travaillais, oui, je parlerais pas anglais comme toi, Alexandre, Ouais. mais je parlerais un peu anglais. Et en fait, c'est aussi le gros message pour les gens qui ont mon handicap. C'est que, à force de se dire, ouais, mais c'est trop dur, je vais travailler plus qu'un autre et je serai moins bon que l'autre. Mais ouais, mais tu seras quand même meilleur. Un petit peu. Et moi, je l'ai pas fait. quand on parle de cinéma, quand on parle d'anglais, on parle forcément de Los Angeles et d'Hollywood. On a une question de ton second patron. On va l'écouter. Salut Franck, c'est Nicolas Altmeyer. Le slogan de ton premier film, Les Caïras, disait « De Melun à Hollywood ». Et c'est le trajet que tu es en train de faire, trajet formidable dont vous avez dû parler. Et ma question, c'est quand tu seras à Hollywood, est-ce que tu cesseras d'être inquiet? Voilà, je t'embrasse. J'aimerais bien. Déjà, il te voit à Hollywood. hein. Non, c'est que parfois... Parce que parfois, tu dis que l'histoire est belle, le chemin est beau, mais t'as pris des coups pendant le chemin, tu vois. Et Ouais. il y a des coups qui laissent des traces et qui te gâchent un peu, quoi. Tu vois. Donc, bon. Là, c'est quelqu'un qui me connaît bien qui dit ça. Et qui t'aime. Et qui est très inquiet aussi, en général. Et qui d'ailleurs, transmet beaucoup ses inquiétudes. C'est un message pour toi, Nicolas. Oui. Mais oui, c'est le problème, c'est ça. C'est que... Mais est-ce que tu... Question pour moi, quand je te vois, ce que tu as vécu, cet amour, ce manque d'amour, le fait que tu as trouvé comme ça un père de substitution avec Nicolas, avec des amis proches, Ramsey et autres, il y a quand même un moment ou un autre où cette petite bulle que tu as de protection, il y en a une qui manque. Hein. Tu sais, il y a... j'ai pris conscience assez récemment d'un truc un peu douloureux, qui est que de toute évidence, on a vécu plus de temps que ce qui nous en reste à vivre.
Et je me suis aussi dit, bon, ok, si tu partais demain, qu'est-ce qui te resterait comme regret de ne pas avoir accompli, de ne pas avoir réussi? Qu'est-ce qui t'empêcherait de quitter ce monde en paix? Tu vois? La réponse est évidente pour moi. Il n'y aurait pas une petite famille autour de mon cercueil, quoi. C'est beau ce que tu m'as dit. Tu me dis, si ça s'arrêtait demain, c'est un peu ce que tu me dis. Et c'est ça qui est le point. Est-ce que tu auras le sourire? Est-ce que tu auras les sourires quand tu pars? Et donc, est-ce que tu as été utile selon ta définition de l'utilité? Ça peut te faire rire des gens. Moi, je dis souvent à mes potes artistes, vous donnez 1 heure, 2 heures, 3 heures de bonheur, des gens qui vivent dans des difficultés réelles. Et donc, toi, c'est quoi? Tu as réussi à définir justement, à part t'être sauvé déjà toi, ce qui est déjà la première partie de ta vie. Oui, mais cette discussion, tu le sais, elle est difficile de l'avoir avec toi. C'est difficile d'avoir cette discussion avec toi. Parce que c'est comme discuter de foot avec Zidane, quoi. Il y a une différence de niveau. Toi, c'est ce qui fait que tu es une personne exceptionnelle et que sans hésiter, on vient passer du temps avec toi dans cette émission. Je ne connais pas d'autres personnes qui consacrent entièrement sa vie à l'autre. Alors oui, on connaît des gens incroyables, des infirmières, des gens comme ça qui passent leur vie avec des gens. Mais toi, t'as plein d'autres choix. Et malgré ça, au lieu d'être aux Bahamas, là... Je passe du temps avec Franck Gastambide. Tu passes du temps avec Franck Gastambide pour donner du divertissement aux gens aussi. Et surtout, tu gères 1000 trucs en même temps pour faire du bien aux gens. Donc, cette discussion, elle est difficile pour moi. C'est toujours culpabilisant d'être avec quelqu'un qui fait autant. Mais là où c'est positif, c'est que suite à la première discussion qu'on a eue, toi et moi, et à la moitié d'une nuit, on s'est dit des tas de choses et j'ai raccroché en me disant bien sûr que je fais pas assez. Alors, il y a un truc, c'est que on se l'était dit tous les deux, il y a quelque chose qui m'a déculpabilisé pendant un moment, c'est cette fameuse règle de l'oxygène dans l'avion. Donc, quand j'ai compris ça, c'est-à-dire que oui, en cas de dépressurisation de la cabine, on te dit d'abord tu te mets l'oxygène et après t'aides les autres. Je l'ai appliqué dans ma famille, c'est-à-dire que d'abord je me suis assuré d'être en sécurité et ensuite, ça y est, maman, tu n'auras plus de problème. Voilà ton virement automatique. Pareil pour les autres gens que je veux aider, etc. Et puis après, il y a l'autre étape. Comment mettre ma notoriété au service des autres? C'est essentiel pour moi, dans ce qu'on se dit aujourd'hui, qu'on se parle des handicaps invisibles, des conséquences de ces handicaps invisibles, parce que on sait tous les deux qu'il y a 1, 2, 3, 200, mais si même une personne a été aidée par ce qu'on s'est dit aujourd'hui, on a gagné cette journée-là. Ça fait partie des choses à avoir conscience, c'est que parfois, c'est pas qu'une histoire d'argent. Ce qu'on se dit aujourd'hui va aider des gens. Et on a gagné notre journée, là, déjà. Pour continuer là-dessus, parce que je sais que tu passes maintenant du temps, tu vas parler, tu vas dans les écoles, tu vas rencontrer des gens, tu aides aussi sur tous les sujets. Ça va paraître évident qu'on ait ton parcours, justement, la maltraitance animale, c'est aussi un sujet majeur pour toi. Quand on en parle tous les deux, tu me dis, et moi c'est un vrai sujet que j'ai de nouveau dans les discussions avec des artistes, est-ce que tu penses qu'un artiste doit être engagé, toi? Tu penses qu'un artiste doit faire également pour les autres? Tu penses qu'il doit... je parle pas politiquement, hein. Ouais. Je parle sur des sujets sociétaux. Est-ce que tu penses que c'est ton rôle? Et encore une fois, quand tu as eu suffisamment d'oxygène, merci de parler de ça, parce que c'est très important, surtout à tous et à toutes, ayez de l'oxygène avant de vous occuper des autres. Mais quand tu as ce oxygène, est-ce que toi, maintenant, tu penses que c'est le moment d'en faire un peu plus? Tu penses que tu es capable? Moi, j'ai le sentiment que ne jamais se servir de sa notoriété pour aider, c'est quasiment un crime. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir une vie qui te permet de faciliter celle des autres et de ne pas le faire. Alors moi, je profite de ma notoriété parfois pour aider des proches. J'ai honte de te dire que j'ai appelé l'assistante de la ministre de la Culture pour avoir des passeports plus rapides pour quelqu'un qui en avait besoin. Je te le dis ça en rigolant, mais par exemple... oui, on se parle des animaux parce que j'ai le sentiment de leur devoir. Et surtout, j'ai une sensibilité qui fait que j'ai l'impression de ressentir ce qu'ils ressentent. Et du coup, j'ai un truc d'empathie qui fait que ça me fait pleurer et que ça me rend malade et que je veux aider.
Exemple d'utilité gratuite de la notoriété et de nos réseaux sociaux. Je tourne un film au Maroc. Tous les jours, je vais nourrir les chiens avec les restes de la cantine, parce qu'ils ont un gros problème de chiens errants. Bon, et j'arrive et il y en a un qui a un bébé, un chiot 2 mois et demi qui a une patte cassée. Et impossible de survivre. Ok, je prends le chiot. Mes amis, il y a un chiot à adopter. Le lendemain, il était adopté. On a sauvé un chien. Et puis après, je les nourrissais tous les jours, sa famille, et puis je me suis dit, ouais, mais là, quand je vais rentrer en France, qui va les nourrir ? Une semaine avant, je me dis, ok, re-annonce, je voudrais faire adopter tous ces chiens. Et j'ai fait adopter toute la famille, tu vois ? Donc en fait, tu peux avoir des effets d'échelle. Moi, je me souviens de notre discussion quand tu me dis, t'arrives à Medellín, donc on arrive dans ce moment-là, t'es dans ce merveilleux hôtel où parce que tu vas rester là-bas plusieurs mois, t'as une très belle chambre, et cette chambre donne sur un quartier très, très, très délabré, très compliqué. Oui, ce que les gens ont l'habitude de voir, les toits en tôle, voilà, les ghettos. Sauf que toi, à ce moment-là, peut-être que 10 ans avant, ça t'aurait moins marqué, parce que tu étais encore en train de chercher ton oxygène. Exactement. D'autres personnes qui étaient avec toi sur ce tournage, ça ne les a pas marqués du tout. Encore une fois, ils étaient eux-mêmes peut-être à la recherche de leur oxygène. Toi, en revanche, à ce moment-là, tu dis, il y a un truc. Et là, tu fais pas à scale, hein, tu fais des choses comme tu m'as dit là. Là, tu vas rencontrer une famille et tu vas aider. Tu vas commencer par tu gravis, ça y est, moi je suis hyper fier, parce que tu es en train de gravir, toi, cette immense montagne. Et il faut bien commencer quelque part. Et là, alors que personne ne te pousse à le faire, tu es à l'autre bout du monde et tu dis, cette famille-là, tu as une famille, combien que tu vas commencer à aider sur plein de choses en fait. Ah, que j'ai même fait venir chez moi cet été. Oui. Ils sont allés à la Villa Balboa. Donc oui, exactement. Il faut partie des très peu de personnes qui sont allées voir ta Villa Balboa. Donc merci pour ça. Et de toute façon, c'est là la continuité. Et moi, j'espère, c'est que et je sais que ça va être le cas, que tu vas continuer à utiliser cette notoriété, parce que moi, je fais partie des personnes qui pensent que vous, artistes qui avez des centaines, si ce n'est des millions de personnes qui vous suivent, c'est un rôle que vous avez, qui est un rôle d'influence majeur. C'est vrai, et on est obligé de prendre en considération une chose, c'est que tu sais à quel point la société dans laquelle on est compliquée avec les gens connus, qu'on adore les ascensions, mais on adore aussi quand ça chute, quand ça va pas. On adore aussi, et j'ai été victime de ça. C'est-à-dire le mec un peu à la mode, ou le mec qui vient d'avoir le film ou la série qui marche, certains aiment quand même se dire oui, mais je crois quand même que c'est un sale mec. Et puis on t'invente des légendes, et puis on t'invente tout ce que tu veux. Et ce milieu des médias et avoir une notoriété publique représente des tas de dangers, des tas de risques. Tu vas à l'encontre de tas de gens parfois malveillants, et s'engager, c'est toujours prendre le risque qu'on te rappelle que tu t'es pas engagé assez, ou que tu t'es pas engagé sur d'autres choses, ou qu'en fait il y avait d'autres causes plus nobles que celles que tu as choisies. Et c'est aussi ce qui fait que parfois certains n'y vont pas. Alors, c'est ce que tu as reçu toi en disant mais pourquoi ils s'occupent des chiens alors qu'il y a des humains. Évidemment. Mais si tu t'étais occupé des humains, on t'aurait dit mais il se passe bien pire là-bas, et il se passe toujours bien pire ailleurs en plus, tu vois. Donc faites et commencez. Voilà. Et commence par ce qui te touche. Et une bonne cause ne sera jamais mauvaise. Jamais. Franck, toi qui viens de passer ce moment ensemble avec moi, est-ce qu'il y aurait quelqu'un que tu me conseillerais d'inviter, que tu dis ce serait un moment unique et solide? Difficile pour moi de pas te recommander Ramzy, parce que les gens ne savent pas à quel point cet homme est sensible et intelligent. Parce que Ramzy est caché derrière une carapace de rigolo pour cacher des tas de choses. Et je sais maintenant que tu es capable d'aller bien au-delà de la carapace et d'aller chercher, je l'imagine, des choses qu'il n'a jamais dit. Il a une vie très particulière, des tas de balafres et de cicatrices cachées par l'humour et les vannes. Mais comme on en a toutes et tous. Ouais. L'utiliser, c'est les partager. Et ce que tu as fait merveilleusement bien, je te remercie. Je pense que... Et je t'avais parlé, je vais t'offrir mon livre qui s'appelle Pause, qui parle de Villani, mais en fait, ça parle de vulnérabilité. Ouais. Moi, ce que je trouve incroyablement beau dans nos discussions, c'est que moi, tu me les as montrées, tes failles. Et en me les montrant, tu les as montrées à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Donc, merci pour ça. Dernière question.
Où t'aimes faire une pause, toi? C'est quoi ton endroit préféré sur Terre? C'est retourner à Melun, faire une pause? C'est aller à la Villa Balboa, à côté d'Aix-en-Provence? Il y a un endroit autre que tu dis, c'est là où je me sens le mieux pour... Écoute, il y a des pays que j'aime, mais l'endroit où j'ai l'impression d'être en paix, c'est cet endroit que je me suis construit, cette Villa Balboa, avec des statues de mon idole et de mon inspiration, où j'ai essayé de profiter intelligemment de mon argent en me fabriquant ce qui me semblait être nécessaire pour que je me sente bien. Alors ça peut sembler être des besoins très primaires, mais j'ai ma salle de cinéma professionnelle à moi, j'ai ma salle de sport avec ma cage de MMA à moi, où mes potes viennent s'entraîner, j'ai tout ce qui sert à me détendre, j'ai tout ce qui me sert à travailler, et lorsque j'ai compris qu'en fait c'est mon cerveau et mon esprit qui me permettent de créer dans cette vie-là, tout ce que je fais, et j'avais donc besoin d'un endroit où j'étais sûr que cet esprit allait être en paix. Donc je me suis fabriqué un endroit dans lequel me sentir bien. Merci Franck. Merci Alexandre. Pour ce moment qui était un moment assez suspendu. Merci pour ça. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.